Dans cette saison du podcast Range ta chambre, on va voir comment des élites corrompues vampirisent des générations entières pour se maintenir au pouvoir. Le but c'est que tu comprennes pourquoi faut être un pigeon pour accumuler de l'argent sur un compte bancaire. Comme d'habitude, range ta chambre pendant l'écoute, ça va te faire du bien. First thing I do every day is look at my cash accounts to figure out where can I get rid of this trash. Bienvenue tout le monde. On va aujourd'hui parler d'un magnifique pays, liberté, égalité, fraternité. Je suis toujours de la peine, à titre personnel, à comprendre comment tu pourrais avoir liberté et égalité dans ta devise, en fait, dans la même phrase. Parce que si tu laisses la liberté aux gens, ils vont faire des choix différents qui vont les conduire à avoir des situations différentes et donc tu n'obtiendras pas l'égalité. Comment, peut-être tu vas pouvoir résoudre ce mystère pour moi, puisque tu comprends comment on peut avoir liberté et égalité à la fois. Je dirais que ça dépend de la manière dont tu lis le terme égalité. Je crois que je vais défendre la France et ce sera peut-être la première fois et dernière fois que je vais le faire dire. Allez, chevalier français. En gros, pour moi, je lis l'égalité comme l'égalité des chances. D'accord. On a tous la même chance de parvenir à cette liberté que tu mentionnes. On est tous égaux devant la loi, devant la juridiction, etc. C'est comme ça que je le lis. Ah, c'est vrai. Okay. Plus que ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que toi, tu parles d'égalité au sens communiste, en fait. L'égalité de résultat. Ouais, de se retrouver bien sûr dans la même situation. Parce que souvent, quand on parle des inégalités en France, on parle pas des inégalités des chances. Ouais, mais parce que c'est une mauvaise lecture, je trouve. C'est avis personnel, bien entendu. Après, il y a souvent des gens qui vont dire, ouais, mais on n'a pas les mêmes chances parce qu'il y a des gens qui ont hérité. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, c'est ce qui hérite le plus les gens. C'est la notion d'héritage. Oui. Parce que les gens, tu sais, quand on dit, c'est quoi votre problème avec les riches? Les gens vont dire, ouais, le problème des riches, c'est que ils ont rien fait, ils sont nés dans une famille riche, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment la notion du mec qui a pas mérité ce qu'il a. Ouais, bien sûr. Qui dérange. Est-ce que la question de l'héritage, parce que moi, je suis assez ambivalent je suis pas tranché sur la question. Je me dis, d'un côté, oui, t'accumules ce que t'accumules au cours de ta vie parce que t'as envie de donner à tes enfants une certaine, un certain avantage, tu vois. T'as envie que tes enfants, ils s'en sortent aussi bien que possible. Donc, tu vas travailler exactement, précisément pour que tes enfants, ils aient une avance sur les autres, entre guillemets. Quoique, je sais pas si c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à tes enfants. Moi, j'ai un peu l'impression que... C'est une bonne question et j'allais rebondir justement sur ça. Est-ce que c'est vraiment l'héritage financier, c'est une chose, je pense que... Alors, déjà, je suis pour l'héritage financier. Je pense que, effectivement, tout ce que j'accumule personnellement, évidemment, j'ai envie de le redonner à ma fille. J'ai pas envie de le redonner à ceux qui manifestaient hier dans la rue, par exemple. Mais en fait... Au-delà de l'aspect financier, je pense que le plus gros héritage que tu puisses donner à un enfant, en fait, c'est l'héritage culturel, c'est l'héritage intellectuel, c'est tout ce que tu as accumulé comme connaissances que tu vas lui repartager. Et l'idée, c'est qu'elle puisse utiliser ta base de connaissances que toi, t'as mis 80 ans à apprendre, elle va l'apprendre en 20 ans, en 30 ans, et qu'elle puisse en redévelopper de nouvelles, qu'elle retransmettra derrière, en fait. Enfin, c'est l'esprit derrière le concept du livre, en fait, si tu veux. Complètement. C'est vrai que souvent, on dit qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut pour faire de l'argent, c'est du capital. Donc ce capital, il peut être financier. C'est vrai que quand tu as de l'argent, tu peux utiliser cet argent pour faire plus d'argent. Mais le capital peut aussi être, ça peut être du capital beauté. Une pute, par exemple, elle utilise son capital beauté pour faire de l'argent. Ce capital, il peut être relationnel, un capital social. Si tu as des bonnes connexions, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et il peut être aussi intellectuel. Si tu as certaines connaissances, une certaine expertise, ça te permet de gagner de l'argent. Et je pense que dans le capital... intellectuel, du coup, on peut inclure le mindset, l'état d'esprit. Exactement. Si tu apprends à ton enfant l'importance de fournir des efforts, de se responsabiliser et de essayer de voir en quoi est-ce qu'il a foiré quand il vit des échecs, tu lui donnes le capital qui lui est le plus précieux pour le restant de ses jours. Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir parce qu'on dit souvent dans le milieu du business que le plus difficile, c'est de constituer le premier million. Et une fois que tu as fait le premier million, en fait, le deuxième, il arrive tout seul. Pourquoi? Parce que le premier million, tu le construis pas sur la base de, comment ça s'appelle, tu sues 100 EO pour devenir la personne qui est capable de générer 1 million d'euros. D'accord. Du coup, une fois que t'as été capable d'en générer un, t'as la recette, entre guillemets, t'as développé la recette du gâteau qui permet de construire le deuxième. Et je trouve que ça fait sens, en fait, dans ce sens-là. Ok, sur on a voulu faire un peu les gars philosophiques là, pour commencer. C'est marrant, c'était pas du tout prévu. Il faut savoir que c'est relativement tôt le matin là et Kylian il va partir d'ici 2 heures, donc on n'a pas du temps infini. Mais le programme du podcast du jour, ça va être de retracer l'histoire de France et de voir à quel point vous êtes pris des douilles par tous vos rois, par tous vos empereurs. Tout le monde vous a baisé de A à Z, donc on va voir l'évolution de la monnaie en France jusqu'à l'euro et on va faire ensuite un petit bilan sur la situation actuelle, parler de la situation de la France qui aujourd'hui, tu m'avais dit, elle est dans une situation pire que celle de la Grèce pendant la crise de 2008. Au même niveau. Ouais. Donc on a fait l'épisode sur la Grèce que vous avez déjà vu. On y reviendra sur la fin du podcast du coup sur ça. Exact. Mais non, ces notions de liberté
posées, pour moi, elles sont extrêmement intéressantes, elles sont super importantes. Hein. Là où je voulais, ça m'intéresse aussi ces notions de terminologie, parce que souvent j'ai l'impression que quand les gens essaient d'avoir des discussions, on essaye de simplifier les choses, on met justement, c'est pour ça que je parlais d'étiquettes, on met des étiquettes sur les gens en disant bah toi t'es de gauche, je te parle pas, toi t'es de droite, je te parle pas. J'ai vu en scrollant sur Instagram une meuf qui disait bah moi la première question que je pose quand je suis sur Tinder à quelqu'un c'est est-ce que t'es de gauche ou de droite, et si t'es de gauche je te parle pas. Non en fait, parce qu'en plus comment dire, l'esprit humain il s'éveille justement dans la contradiction. C'est en entendant des idées qui vont à l'encontre des tiennes que tu t'améliores, que tu t'éveilles, que tu affines ta propre réflexion. Complètement. Et en fait tu deviens pas ultra libéral. Si je me mets cette étiquette, du coup, je le deviens pas du jour au lendemain. C'est juste que au cours de ma vie, bah, j'ai pu échanger avec plusieurs typologies de personnes, différents courants de pensée, etc. Je me suis mis un petit peu au milieu de tout ça. Je me suis dit, bah ouais, mais lequel me semble le plus pertinent à titre personnel. Et je dis pas d'ailleurs que ma vision n'évoluera pas dans le temps. Ça se trouve que ma vision évoluera dans le temps, parce que je serai confronté à d'autres épreuves, d'autres exercices, d'autres machins. L'idée, c'est juste de se construire son propre mental, son propre système, et arrêter de se dire que on va mettre des étiquettes sur tout le monde, on veut simplifier les choses, le monde n'est pas simple, il faut arrêter d'imaginer que le monde est simple, il peut pas se résumer à gauche-droite, il peut pas se résumer à libéral-communiste, il est beaucoup plus complexe que ça, et il faut le comprendre dans son entièreté pour tirer son épingle du jeu en fait. Ouais, dire le comprendre, avoir une compréhension aussi poussée que possible. Mais moi j'ai l'impression en fait assez paradoxalement peut-être que comme t'arrives pas justement à comprendre quelle est la bonne solution, bah la bonne solution devient de laisser les gens faire ce qu'ils veulent en fait. Et donc évidemment de poser certaines limites, un minimum, tu vois, genre ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, tu vois le principe de base. Mais à partir de là, comme on a pu le voir à travers ces différents épisodes, je pense que c'est toujours un grand danger que de retirer de la liberté des individus parce qu'on prétend savoir mieux que ce qui est bon pour eux. Et quand tu es dans un système avec un État qui prélève beaucoup d'impôts, bah c'est exactement ce qu'on dit. On dit en fait, oui, vous avez dépensé votre énergie, votre temps de vie, vous l'avez passé pour gagner de l'argent, et cet argent, en fait, on va le dépenser à votre place. Parce qu'on sait mieux on sait mieux faire que toi. L'impôt, c'est le vol, la confiscation de ton énergie, de ton temps de vie, imposé par la violence. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix. Si tu payes pas tes impôts, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu reçois une amende que tu dois payer. Si tu la payes pas, qu'est-ce qui se passe? In fine, on va prendre les choses qu'il y a chez toi, on va éventuellement t'envoyer en prison. C'est ça. Si tu t'opposes au fait qu'on prenne les choses chez toi, on envoie la police, on va utiliser la force physique, la violence. Et donc, ce système d'impôt, c'est une redistribution des richesses de certaines personnes vers d'autres personnes par la violence. C'est juste que les gens, au lieu de le faire directement, en venant directement eux chez toi, ils utilisent l'appareil répressif de l'État. Donc, c'est passer par l'État pour aller confisquer quelque chose à quelqu'un et le prendre pour toi. Et en fait, moi, j'ai de base du mal avec les personnes qui considèrent que d'autres personnes sont à leur service. En fait, j'ai du mal avec les gens qui sont pour l'esclavage, tu vois. Genre que tu viennes et que tu dises oui, je pense que c'est normal que les petits noirs ils ramassent du coton dans le champ pour moi, parce que t'as un maître esclave qui va venir les fouetter et les forcer à faire ça. Et j'ai la même aversion pour ça que j'ai de l'aversion pour quelqu'un qui va dire ah moi je pense que c'est normal que ces personnes-là aillent travailler le matin et que de 7h à 9h en fait ces personnes elles travaillent pour moi. Pour que je reste ici. Moi, je plaisante ça avec un pote, parce que j'avais un pote qui était au chômage pendant longtemps, et en vrai, il faisait, en Suisse, pas en France. Mais. T'as le chômage en Suisse? Il y a le chômage en Suisse. Ouais, tu touches le chômage. Mais j'imagine, c'est un peu plus, cadré qu'en France. Tu vois, on n'a pas autant d'aide en Suisse qu'en France. Mais tu sais, le petit pic caché. Mais le mec se bougeait pas spécialement pour trouver du taf. Et en fait, quand on était au hôtel, tu vois, je me marrais, je me disais, bon, bah là, faut que j'y aille, tu vois, je dois aller travailler pour payer ton truc. Et on rigolait, tu vois, sur le fait, mais les deux, on était conscients du truc. C'est que j'allais travailler pour lui. Et j'allais travailler pour lui parce qu'il disait, bah, moi, je vais me reposer. Et puis, je sais qu'il y a l'État qui va venir te prendre, Elio, pour te donner à toi. Et on en plaisantait un petit peu, mais dans les faits, c'est ça. Oui, mais c'est encore une fois. Sans vouloir défendre la mentalité de ceux qui voudraient faire ça, il y a un moment donné, juste, c'est évident de le faire. On me donne le droit de le faire. Pourquoi je le ferais pas? Pourquoi je me foutrais pas au chômage? Pourquoi je laisserais pas quelqu'un d'autre faire pour moi ce que j'ai pas envie de faire? Bah, je dis pas que tout le monde pense comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, pour lesquelles c'est des situations compliquées, ils arrivent vraiment pas à trouver du travail, ils se font vraiment chier, exactement. Je pense qu'il y a des phases dans la vie où tu peux avoir besoin d'aide. Si tu raisonnes vraiment purement, comment dire, l'être humain est feignant. Pour moi, c'est la base de tout. L'être humain est feignant, il va toujours chercher le minimum. Exact. Bah, si tu te raisonnes sur ça, à partir du moment où tu laisses la possibilité à des gens de rien faire et d'être payés quand même, bah, tu légitimises la fainéantise, entre guillemets. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que de base, tu vois, j'ai l'impression on est un peu tous comme ça, parce que quand on est des enfants, bah, en fait, on a un problème, on demande à nos parents de nous aider.
Donc tu grandis un peu, tu vas à l'école, t'as un problème ou tu veux un truc, bah tu vas demander à la prof. Donc tu demandes toujours à un état supérieur ou à une autorité de venir régler les problèmes à ta place. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que bah oui, je peux demander de l'aide à l'autorité, donc je peux demander de l'aide à l'État pour venir payer une assurance, enfin pour venir payer me fournir des aides sociales et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que t'es malheureux. Et moi, ça a été mon cas. Et au bout d'un moment, j'ai dû me dire, mais en fait, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est vrai qu'à côté, tes parents, ils te disent, bah en fait, Elio, faut que tu prennes tes responsabilités, que tu travailles. J'avais pas envie de le faire, pas envie de le faire, pas envie de le faire. Ça a été très dur de ravaler la pilule, mais j'ai switch. Je me suis dit, ok, certes, j'ai peut-être des conditions, nanana, qui font que c'est plus difficile pour moi que pour les autres, enfin des trucs, je me disais dans ma tête, tu vois, est-ce que réellement j'ai vécu la vie des autres pour pouvoir prétendre que c'est plus difficile pour eux? Sûr. Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, comme on le disait au début, est-ce que réellement t'es avantagé dans la vie quand t'as plus d'argent au début? Je ne pense pas. Je pense que quand t'as déjà tout dès le début, ta vie, elle te paraît un peu chiante, alors que quand t'as une montagne à gravir, en réalité, c'est là que tu prends le bonheur de la vie. Et je pense que les gens qui pensent que l'argent, les riches sont heureux et que c'est injuste, c'est des gens qui sont extrêmement matérialistes, qui ont une vision très pauvre de l'argent, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que tu fais le bonheur dans ta construction, dans ta croissance personnelle. Et si tu commences, si t'as une vie de merde, bah, tant mieux pour toi, mec. Vraiment, tant mieux pour toi, parce que tu vas pouvoir progresser et c'est là que tu vas kiffer. Et juste pour aller dans le sens où, à l'inverse, au contraire du l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est sûr, mais après, il faut reconnaître qu'il crée une certaine stabilité quand même dans ta tête. Tu te sens mieux dans ta tête si t'as 10 millions d'euros que si t'en as 0. Après, c'est aussi le côté, par exemple, tu vois, on parlait de nos revenus hier, qui, pour ma part, augmentent dans le temps. J'augmente pas mes dépenses pour autant, en fait. Pour moi, mes dépenses, c'est toujours les mêmes qu'il y a 5 ans. Et j'ai pas l'intention de les changer pour à l'extrême, parce que justement l'argent ne fait pas le bonheur, et il y a un moment donné où il faut que tu acceptes que tu constitues du patrimoine juste parce que tu veux te prouver que t'es capable. Se construire du patrimoine, tu peux l'associer directement au fait d'aider des gens, en fait. Comme le cas de Bill Gates qu'on évoquait tout à l'heure, dont tu me parlais hier, on disait donc Bill Gates a aidé plus de personnes que Mère Teresa, et en aidant plein de gens, du coup, il s'est enrichi énormément. Et du coup, je me dis que plus tu vas t'enrichir, plus tu pourras avoir la satisfaction d'avoir aidé un maximum de personnes, dans mon cas, à se sortir de certaines situations, à avoir investi, etc. Et du coup, tu fais référence à ça plus qu'à vraiment t'enrichir pour t'enrichir, parce que le concept de s'enrichir, comme tu dis, le concept de s'enrichir juste pour claquer de l'argent et voyager en première classe et s'acheter un yacht, enfin ouais, c'est pas mon délire, quoi. En fait, je pense que tout le monde essaie de le faire, et il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres que c'est pas à travers la consommation qu'ils vont apaiser leur âme. Clairement, en fait. t'es pas plus heureux en portant un t-shirt à 1000 € qu'un t-shirt à 5 €, quoi. Comment vaut ton t-shirt, mec? Ça doit être 60 balles, c'est un t-shirt en laine, Suit Supply. 5 balles, mec. Ouais, non, mais factuellement, mais c'est vrai, mais je me sens pas supérieur parce que j'ai un t-shirt à 60 balles, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je l'ai acheté parce que j'aime bien les matières sur les vêtements, etc. Tu sais, c'est un t-shirt en laine, mais factuellement, je suis pas plus heureux que toi parce que j'ai un t-shirt à 60 €, qu'on soit clair. Ouais, je pensais, mec. J'avais envie de m'acheter un t-shirt comme toi pour, je me disais, putain, Kylian, il a l'air quand même plus heureux. Non, mais c'est marrant. Juste deux petits trucs avant de reboucler la boucle, parce qu'on ouvre plein de petites bulles, mais c'est stylé, j'aime bien. La comparaison qu'on faisait avec Bill Gates et Mère Teresa, c'est ce que je disais, c'était que dans la conversation qu'on avait eue avec Kylian hier, c'est que Bill Gates a beau avoir apporté plus à l'humanité que Mère Teresa est considérée comme étant une meilleure personne que Bill Gates. Et en fait, je vais expliquer, parce que c'est un cours que j'avais suivi, je suis inscrit à 2 universités en ligne, et c'est un cours que j'ai suivi avec un professeur qui s'appelle Yaron Brook. Et en fait, il se demandait, il disait pourquoi est-ce que Mère Teresa a une meilleure répute que Bill Gates. Et en fait, c'est cette notion selon laquelle le don de soi, le sacrifice de soi-même, c'est ce qui compte. En fait, si t'as aidé les autres, mais qu'en aidant les autres, toi aussi tu t'as aidé toi-même, en fait, c'est pas aussi noble que si t'as aidé les autres en détruisant ta propre vie. Genre en renonçant à ta propre vie pour aider les autres. Et ça, d'où est-ce qu'elle vient cette idée? Elle vient du Christ. Christ qui a accepté de mourir sur la croix pour aider les autres. Et donc quand on voit quelqu'un qui renonce à tout ce qu'il a pour aider, on trouve ça bien. Parce qu'on a eu ces histoires, c'est ancré dans notre psyché très profondément. Et on peut avoir une autre personne qui aide encore plus les autres, mais qui elle a aussi gagné, et on dit ah non mais lui c'est son intérêt personnel, donc c'est pas aussi bien. C'est comme si on n'aimait pas le fait qu'une personne s'en sorte, parce qu'au final, dans l'exemple de la personne qui a aidé les autres en s'en sortant elle aussi, bah elle a aidé plus les autres, et en plus de ça elle s'en est sortie, donc on a réduit tout le monde est gagnant, de souffrance. Ouais, tout le monde est gagnant, mais on valorise ça moins. C'est très intéressant des fois questionner ça, de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai un problème avec le fait qu'il y ait des milliardaires?
C'est quoi mon problème avec le fait qu'il y ait des milliardaires? C'est que je le suis pas moi-même, clairement. C'est la conclusion que j'ai toujours eue. Moi, j'arrive pas à voir ça effectivement comme autre chose que du ressentiment, que de la jalousie. J'ai cherché, tu vois, et j'aimerais bien essayer de trouver une façon de mieux comprendre ça, mais bref, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, pardon. J'avais un point que j'avais essayé de développer avant. T'as parlé d'autre chose, j'ai oublié le point, mais c'est parfait parce que là, je sens qu'on est en train de parler beaucoup trop. Okay. Les impôts, du coup, c'est une redistribution qui fait partie du contrat social. Mais ce qui n'est pas un contrat social, c'est la création monétaire. C'est le contrôle de l'imprimante qui permet du coup de prélever une taxe invisible et non démocratique auprès de la population. Donc, admettons, on est OK, on impose ce qu'on impose en France, mais pourquoi est-ce que en plus de l'impôt, il y a des gens qui peuvent au final nous imposer, c'est exactement la même chose, faire perdre de la valeur à l'épargne de la population à travers la création monétaire. Ça fait pas partie des règles du jeu. Personne n'a signé pour ça. Non. Et je vais commencer du coup par vous retracer un petit peu l'histoire de la France pour que vous compreniez d'où ça remonte. Et ensuite, Kylian, il enchaînera. Je pense que tu m'aideras un peu à parler des assignats. Les assignats notamment, ouais. Et ensuite, je te laisserai, je parlerai un peu de Bretton Woods, 1971. On va vous faire un petit review historique. Donc, comme on l'avait expliqué pendant le premier podcast, on utilise principalement l'or et l'argent pendant très longtemps parce que c'est des métaux qui ont des caractéristiques qui en font des bonnes monnaies. L'or, c'est impossible d'en miner des quantités suffisamment importantes pour faire perdre de la valeur à l'or qui est actuellement en circulation sur le marché. Si aujourd'hui vous possédez 1 gramme d'or, vous possédez 1 gramme sur 144 000 tonnes. Demain, on va pas miner un astéroïde qui va venir faire doubler la quantité d'or, mais si on le faisait, et d'ailleurs il y a un astéroïde qui s'appelle SCP ou je sais pas quoi, t'as un astéroïde qui est rempli d'or, et d'ailleurs ils ont envoyé une sonde pour essayer de le retrouver, mais si on ramène cet astéroïde sur Terre, et que demain, on a non plus 144 000 tonnes d'or, mais on en a 500 000, vous avez 1 gramme sur 500 000. Donc forcément, votre gramme, les gens seront prêts à faire un peu moins de choses pour l'obtenir s'il y a 500 autres 1000 tonnes qui sont en train de se balader que s'il y en a que 144 000. Il devient plus accessible. Et l'or, je le disais aussi, là, c'est ce que je disais dans le premier épisode, il a un problème, c'est que pas spécialement divisible et aussi un peu embêtant de le transporter. C'est lourd. Et j'ai directement parlé des billets. Parce que quand on parlait de l'Allemagne, on voulait parler de la création de la Reichsbank. Et j'ai pas parlé des pièces d'or. Et je pense que c'est une chose assez importante à dire. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un ordre spécifique. Souvent, j'entends les gens qui parlent de théorie de monnaie, ils disent non, il y a eu la dette avant la monnaie, il y a eu ça avant ci, il y a eu d'abord les banques en Italie. Non, d'abord les banques, c'était, comment on appelle ça, les Swaftija dans les pays arabes. Enfin bref, on s'en bat les couilles. En fait, il y a plusieurs systèmes qui ont coexisté à différents moments. Les choses sont beaucoup plus nuancées. Il y a pas lui il était avant, lui il était pas avant. On s'en fout. On a toujours essayé d'organiser quelque chose en fait. Exactement. Et des fois on est revenu en arrière, des fois on a utilisé ça, des fois on a utilisé ça. Mais dans l'idée, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs civilisations qui se sont dit, en fait, au lieu de s'échanger des petites quantités d'or et des petites quantités d'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre des pièces. L'avantage d'une pièce, c'est qu'on n'a pas besoin de la peser à chaque fois qu'on procède à une transaction, et que l'empereur va venir mettre sa tête sur la pièce, ce qui permet de légitimer, ce qui donne une légitimité, à la pièce. Et on sait que cette pièce, elle contient 0,002 grammes d'or. Et donc, quand tu as besoin de te faire payer 0,02 grammes d'or, tu n'as pas besoin de payer le truc, tu reçois la pièce, c'est génial. Ok, donc on fluidifie les transactions grâce à ces pièces. Le problème, c'est qu'évidemment, t'as des petits malins qui s'amusent à gratter les pièces, tu vois, genre donc t'as tes pièces à la base, au début elles sont rondes, ensuite elles commencent à avoir comme s'il y avait des souris qui les avaient rognées. Et surtout, tu te retrouves dans des systèmes, alors auxquels on va pouvoir s'intéresser très vite, mais ces pièces, elles sont battues dans ce qu'on appelle des ateliers monétaires. C'est des ateliers qui existaient déjà sous le temps de l'Empire romain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les premiers rois de France, on avait ces ateliers qui étaient contrôlés par le gouvernement, jusqu'à Charlemagne. Au moment où donc c'était le roi de France, Charlemagne, c'était pas par une seigneurie à ce moment-là? Non. C'est après, justement? Non, c'est après. D'accord. Mais okay. Charlemagne, donc au début, c'était par un gouvernement et après, ça devient par une seigneurie. Exact. Okay. Charlemagne, c'était un roi. C'est quoi son titre à Charlemagne? Oui, c'était un roi, oui. Et ça crée en 800. Tous les mecs, c'est les Carolingiens, donc tous les mecs avant Charlemagne. Bref, jusqu'à 843, c'est le gouvernement qui émet cette monnaie, donc il dit ok, je vais mettre ma petite tête dessus, il y a 0,2 grammes d'or là-dedans, c'est garanti par mois. À la mort de Charlemagne, le royaume, il y a une grosse rupture au niveau du royaume et les seigneurs commencent à prendre plus de pouvoir. Et chaque seigneur commence à battre de la monnaie. Alors il y a toujours des rois, il me semble, ou un ou deux rois, je sais plus exactement comment ça se coupe, mais les seigneurs commencent à battre de la monnaie, mais ils vont tricher. Donc ils vont dire
t'inquiète, dans ma pièce, il y a 0,2 grammes d'or. Mais en réalité, quand toi, tu ramènes de l'or, par exemple, ou de l'argent, il y a également des pièces d'argent. Tu ramènes, par exemple, ta vaisselle en argent, tes bijoux en argent, et ainsi de suite. T'as 100 grammes d'argent, tu la ramènes auprès du Seigneur pour qu'il te crée des pièces de monnaie. Et lui, il va te redonner des pièces qui ne contiennent en réalité, au total, que 80 grammes d'argent. Le reste, il va compléter avec du cuivre. Et il va se servir des 20 grammes d'argent supplémentaires pour émettre des nouvelles pièces qu'il va utiliser lui-même. Donc toi, tu ne sais pas, tu as des pièces, tu penses que ces pièces contiennent les 100 grammes d'argent, mais tu t'es fait douiller. Donc, de la mort de Charlemagne jusqu'en 1200 environ, jusqu'au 12e siècle, donc 1100, c'est les seigneurs qui font la loi. C'est les seigneurs qui volent la population à travers, donc c'est une taxe invisible encore une fois, à travers la dilution monétaire. Donc t'as toujours un appareil de corruption. Et en 1200, t'as, je sais plus comment il s'appelait ce roi, j'ai oublié son nom, c'était pas Philippe le Bel c'est ensuite au 14e siècle, mais en 1200, t'as un mec qui arrive et qui dit non écoutez les seigneurs, là vous êtes en train de voler la population, c'est pas correct, en fait c'est moi qui vais voler la population. Donc il commence à aller par la force dans tous ces différents ateliers monétaires qui sont contrôlés par les seigneurs, et il va venir les mettre sous le contrôle de l'autorité centrale. Donc le pouvoir de battre ces pièces revient au centre. Et donc c'est lui qui peut douiller les gens. Il y a 3 à 4 générations de rois, on arrive entre la fin du XIIIe et le début du XIVe, avec un roi qui s'appelle Philippe le Bel. Et Philippe le Bel, en fait, c'est un mec qui cherche de nouveau à affirmer son autorité sur les différents vassaux qu'il a, notamment sur les Flandres. Alors, il faut savoir que dans les Flandres, t'as beaucoup de marchands, principalement dans le textile, qui font pas mal de thunes. Et en fait, Philippe le Bel, il va vers les marchands de textile, il leur dit les marchands de textile, dites que c'est moi le meilleur. Et ils font ouais, c'est toi le meilleur. Ok. Le lendemain, il revient et dit dites que je suis vraiment un beau gosse. Ils disent non mais en vrai là tu casses tes couilles, vas-y dites-le et tout, je vais partir en guerre contre vous. Au bout d'un moment il s'énerve parce que ces mecs ils refusent de se soumettre complètement à sa volonté et donc il part en guerre contre ces marchands. Le problème c'est que la guerre est pas populaire pour plusieurs raisons. D'une part c'est pas une guerre qui est défensive, c'est une guerre qui coûte cher et il y a des opérations qui sont hyper mal gérées. Genre il y a une bataille qui s'appelle la bataille des épis d'or, un truc dans le genre où en gros t'as des milliers de chevaliers français qui se font massacrer dans les Flandres. Parce que les mecs des Flandres, ils connaissaient le terrain. Et les chevaliers français, ils avaient des espèces de petits épis d'or, si tu veux, sur leur truc. Et à la fin, sur le champ de bataille, on retrouvait tous ces petits épis d'or. Donc c'est la bataille... c'est pas les épis d'or, c'est les... Bref, peu importe. Okay. Il y a des batailles où il y a beaucoup de gens qui meurent, donc les gens sont pas contents avec cette guerre. Mais cette guerre, faut la financer. Et comme tu peux pas prélever un impôt pour financer une guerre impopulaire, parce que les gens ils disent, on va pas te payer pour que t'ailles buter des mecs dans les Flandres par ego. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à toute sa population, ramenez la monnaie au palais. Et en fait, on va émettre une nouvelle monnaie. Parce que il y aura un nouveau logo, ça va être plus stylé, ainsi de suite. Donc, ce sera ma tête. Ce sera ma tête dessus. On va changer un petit peu ma casquette, tu vois, mon chapeau et tout. On va mettre ce sera plus stylé. Donc toi, tu viens, tu ramènes une monnaie, admettons une pièce qui contenait 0,2 grammes d'or. Tu la ramènes au palais. Et le palais, il va faire quoi? Il va prendre la pièce, il va la faire fondre. Il va recréer une nouvelle pièce. Des fois, c'est avec le même logo. Hein. Il dit simplement, bon, on va les refaire parce qu'elles sont un peu rouillées, et ainsi de suite. Donc, on va les refaire jolies. Et il va refondre la pièce, mais cette fois-ci, il va mettre 0,1 gramme d'or. Et le 0,1 gramme d'or, et il va compléter avec du cuivre ou un autre métal de merde. Et la pièce supplémentaire qui a été créée, mais il la met dans sa poche. Et avec le temps, les gens, ils commencent à remarquer parce qu'il le fait à plusieurs reprises. Alors, Philippe le Bel, c'est un mec qui réellement a centralisé un maximum le pouvoir et qui a vraiment joué avec ce système-là constamment, enfin régulièrement, il faisait des dévaluations comme ça, où à chaque fois les pièces se retrouvaient avec moins d'or. Et vu que les pièces se retrouvent avec moins d'or, bah il y a plus de pièces. Et vu qu'il y a plus de pièces, bah les gens commencent à demander plus de pièces pour vendre leurs marchandises. Les pièces sont pas rares, elles affluent partout. Donc les prix augmentent, il faut plus de pièces pour acheter les choses, et les gens commencent à se rendre compte que les pièces ne valent plus rien. Et il y a des écrits de plusieurs marchands, plusieurs personnes de l'époque, du coup, qui commencent à se plaindre, qui se disent mais c'est marrant, ces pièces, il y a un problème avec la monnaie. Disons, on sait pas d'où ça vient. Encore aujourd'hui, hein, dites-vous, en 2025, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que les prix augmentent, ils comprennent pas que c'est parce que tu as des banques centrales et des banques commerciales qui sont en train de créer de la thune au moment où on se parle. Donc imaginez, à l'époque, les gens sont pas éduqués, ils savent même pas lire pour la plupart. Enfin bref, c'est très facile de les voler. De là, on termine avec Philippe le Bel, on a tous les rois qui braquent, qui repartent avec ce même système. Alors certains plus que d'autres évidemment, on sait pas s'ils l'ont fait, enfin on n'a pas de preuve qu'ils l'aient fait. Ça. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, c'est à quel point est-ce que vous faites confiance au cœur de l'humain, Kylian, parce que c'est toi qui me le disais. Ouais, on en parlait juste avant de commencer à tourner. Effectivement, on se posait la question est-ce que ils l'ont pas fait parce qu'il y a aucun livre qui nous sont parvenus? Est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils l'ont vraiment pas fait? Est-ce que il y a eu des livres qui ont été écrits mais ils ont été brûlés dans la foulée et le mec qui l'a écrit qui a été brûlé avec? Probablement.
Je pense sincèrement que tout le monde l'a fait. Hein. Ouais. Mais Bah, en tout cas, ce qu'il faut opinion comprendre- personnelle, parce que je fais pas confiance à l'être humain, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est le pouvoir de créer de la monnaie, donc d'avoir des esclaves à disposition, parce que quand t'es le mec qui a une machine magique et tu peux créer de la monnaie, tu descends en bas de chez toi et tu donnes des billets aux gens et puis tu leur fais faire ce que tu veux. Hein. Suce-moi la bite, monte la garde devant chez moi, fais des pirouettes ici, prosterne-toi et laisse-moi marcher, je fais des escaliers avec ton dos. Les gens font n'importe quoi. T'as des esclaves quand tu peux créer de la monnaie. Et bien donc, sûr. ce pouvoir est tellement fort que c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui renonce à ce pouvoir et qui ne l'utilise pas quand il l'a à disposition. Je peux faire un petit aparté avec ce qu'on a dit au début. Vas-y, après, faudra Je que viens tu de me me- rappelles. juste 5 secondes. En fait, je viens de me faire une réflexion. J'y viens. Tu vois, j'ai dit, je fais Rappelle-moi pas juste confiance de à l'être parler humain. Rappelle-moi juste de parler du système de l'eau. Juste Pas de après, c'est souci. là que je dois enchaîner. Ouais. Mais vas-y. Je me faisais la réflexion, donc j'ai dit, je fais pas confiance à l'être humain. Et du coup, je me suis fait un petit parallèle. Je me suis dit, en fait, peut-être que c'est pour ça qu'on valorise Mère Teresa. Elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa vie pour d'autres personnes, et du coup, ça devient une personne de confiance. Là où Bill Gates, tu sais qu'il s'enrichit dans son système quand il crée de la valeur pour les autres, et du coup, tu lui fais moins confiance parce que tu te dis, il a son intérêt personnel, du coup, à tout moment, il peut me mettre une douille. Alors que Mère Teresa, tu peux lui faire confiance. Je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que t'as ce système où on valorise plus la personne qui se sacrifie que celle qui aide beaucoup de personnes mais qui s'enrichit en même temps. Ouais, en fait, on a l'image. En fait, je pense qu'il y a une autre croyance qui est au fond du truc. Et c'est ça, en fait, je pense, le truc. Tu vas me dire si t'es d'accord. Ouais. C'est la croyance selon laquelle la vie est un jeu à somme nulle. C'est pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et en fait, si tu penses que quand quelqu'un gagne, bah, c'est que quelqu'un d'autre a dû perdre. Ouais, alors que c'est faux. Quand c'est comme ça que tu vois la vie. Donc vas-y, faut pas que je fasse un podcast avec Kylian parce que sinon Kylian il va gagner des abonnés. Et si Kylian il gagne des abonnés, bah moi je vais perdre des abonnés parce que les gens ils vont regarder plus le contenu de Kylian, mes couilles et ainsi de suite. Si tu réfléchis comme ça, bah certes, à chaque fois que tu vois quelqu'un gagner, tu dis mais il y a des gens qui ont dû perdre derrière. T'as vu le film Le Loup de Wall Street? Oui, bien sûr. Et puis du coup à un moment donné, il s'appelle quoi? Jordan Belfort, Ouais, c'est ça. Personnage principal. personnage principal. Il dit ça justement. Il dit pour chaque gagnant, for every winner, there is a loser. Et donc on se dit bah oui évidemment dans Wall Street et tout les gens voient la chose comme ça, mais en réalité ce mec avec cette vision, tu gagnes peut-être sur le court terme, t'écrases des autres, tu gagnes et t'arrives sur le court terme. Sur le long terme tu tiens pas. C'est Madoff aussi. Madoff souvent les gens disent oui mais regardez Madoff il a cherché son intérêt. Madoff n'a pas cherché son intérêt personnel. Bernard Madoff du coup La pyramide, l'énorme ouais. pyramide. Il a pas cherché son intérêt personnel. Parce que s'il l'avait cherché, il aurait construit un business stable sur le long terme. Son fils s'est suicidé, il a laissé une famille détruite, une tas de familles, même lui, il a fini par mourir en prison avec une famille qui le déteste. C'est du court terme, en fait. C'est ça. Si tu cherches ton intérêt personnel Ouais, de fou. sur le long terme, De fou. tu aides les autres, t'es obligé. Forcément. Parce qu'ils t'aideront en retour. Exact. Et fin de l'aparté, je pense. Mais du coup, ouais, C'est c'est non, mais sympa. c'est des questions. Mais tu vois, grave c'est d'accord avec toi, En fait, du c'est coup, des ouais. croyances philosophiques qui sur lesquelles, à partir desquelles tu développes en fait le système. Tu vois, est-ce que c'est possible que moi je gagne et que toi aussi tu gagnes? Et on faisait la réflexion, tu vois, l'autre fois on se disait mais c'est marrant, mais le mec qui a inventé l'électricité, mais il est probablement devenu très riche, probablement qu'à l'époque il avait une grande maison. Nous on est très content qu'il ait inventé l'électricité. Bien sûr. Aujourd'hui ça nous aide. Le mec qui a inventé ce micro, Apple, je suis extrêmement content que les actionnaires Bien sûr. d'Apple aient une tonne de thunes parce que bah, ça me permet d'utiliser un putain d'iPhone. Et ça c'est cool. Et je pense que souvent on a de nouveau. Et c'est surtout quand t'as acheté ton iPhone, t'avais le choix. Ah oui. T'as fait le choix libéré d'acheter un iPhone en sachant que c'est plus cher T'avais que mis- machin, t'avais- mais c'est t'avais juste que 1000 tu vois euros. ton intérêt. T'avais 1000 euros, t'avais la possibilité d'avoir Spotify, un GPS dans ta poche et de pouvoir parler à tes contacts quand tu veux. Et tu t'es dit, qu'est-ce qui vaut le plus? Bah, C'est ça. c'est trop stylé de pouvoir faire toutes ces choses depuis ma poche. Exactement. Donc 1000 euros, tiens, je te les donne. Exactement. Donc tu fais ça, toi tu gagnes, Apple gagne. Toutes les entreprises qui fabriquent des choses pour Apple, tous les composants et ainsi de suite, C'est ça. gagnent aussi. Et là, les gens vont dire, oui, mais au Congo, il y a des enfants qui travaillent dans des mines et ainsi de suite. Et ça, c'est à cause d'Apple. C'est pas la le faute capitalisme. C'est pas la faute d'Apple. C'est la faute de personnes qui estiment que c'est normal de faire travailler des gens à leur place. Exactement. Donc c'est l'absence de liberté le problème. En réalité, c'est encore une fois l'absence On de y liberté. reviendra toujours. Mais bref, du coup, pour revenir à l'eau. Système de l'eau, du coup. Système de l'eau. Donc on est dans un système où les rois français, ben, L'eau, juste L-A-W, hein, l'eau. Juste Tu pour préciser précises pour les gens. Ah, non, tu sais, mais de genre, l'eau, que les gens, ouais, de l'eau qui se bois. posent pas la question, Ouais, ouais, c'est voilà. le système de l'eau, mec. L-A-W. Ouais, et là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a le système de l'eau. Donc, c'est un Écossais, du coup, John Law. Écossais, ouais. C'est un mec qui était appelé par Louis XV. C'était? En 1700, 1716? C'est c'est 1716, ça doit être Louis XV, ouais. Enfin, C'est fin un Louis. 14. Ouais, parce que. Il y a un mec qui s'appelait Louis. Ça doit être 15, parce que 14, ça se termine en. C'est début 18e qui s'arrête, Louis XIV. C'est Donc, vos ouais, ça doit bails, être ça. mec. C'est vos bails de Ouais, ouais. français. Non, mais ça doit être Louis XV. C'était ton chef. Sûr à 90%. Respecte tes Louis, mec. Bref. L'eau, du coup, c'est un mec qui arrive et qui arrive en France. Il est ramené en France par, du coup, un Louis, on sait plus exactement lequel, mais en 1716. Et le roi lui dit, écoute,
j'ai bien aimé les théories là que t'as écrites sur la monnaie papier. C'est-à-dire que tu vois l'idée d'avoir, on crée des papiers, on les donne à la population, et en fait la population elle s'échange ses papiers, et en échange elle m'a donné de l'or et elle peut venir convertir l'or comme on vous a expliqué. Tu vois l'idée que on émet des papiers qui sont convertibles en or, des billets de banque. Et Louis il dit bah écoute je peux t'aider à mettre ça en place en France. Et Louis il fait bah vas-y go viens on met ça en place en France. Et donc ils mettent ça en place. Et à un moment donné Louis il va voir Lo et il lui fait mais attends, Lo, j'ai juste une question, je me posais la question. Si j'appuie sur le bouton là et que je crée beaucoup de billets, genre ça veut dire que je peux utiliser ces billets pour aller acheter des trucs. Genre j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne déposer de l'or pour émettre un billet. Et Lo lui dit bah non, t'es pas obligé, enfin tu appuies sur le bouton, tu fais ce que tu veux. Et il lui fait mais attends mais tu Louis il pète un plomb, il appuie sur le bouton à l'infini. Et en fait, même pas un an plus tard, ça se pète la gueule. Parce qu'à l'époque, ils avaient pas encore compris que si tu veux voler les gens en imprimant des billets en masse, il faut le faire lentement. Parce que si tu le fais trop vite, le truc se crache. Donc là, t'as quelques générations de Français qui sont traumatisés par l'histoire de la monnaie papier, parce que eux, ils ont des billets, et du jour au lendemain, ils peuvent plus aller récupérer l'or qu'ils ont donné pour obtenir ces billets. Donc ils sont là en mode... Voilà, on s'est vraiment fait baiser. Déjà, on s'est fait baiser par tous les rois avant, on s'est fait baiser par les seigneurs avant. Maintenant, on se fait baiser par les billets. Donc, on accepte que l'or. On va vraiment garder ces pièces d'or. Déjà, on se fait baiser avec les pièces d'or, mais on préfère ça que les monnaies papier parce que le papier, c'était vraiment de la merde. On arrive à la Révolution française, 1789, où c'était quoi le tiers-état qui payait des impôts abusés. Enfin, ouais, c'est ça. C'est un peu alors, du coup, donc système de l'eau, je sais plus si tu l'as dit, qui se termine en 1720. Ouais, ça il avait perdu toute la confiance. Enfin, en 4 ans, c'est terminé. Puis on y revient du coup. J'ai dit 1 an, mais ça a duré vraiment 4 ans. En fait, je crois que déjà au bout d'1 an, les gens n'avaient plus du tout confiance, mais c'est vraiment au bout de 4 ans que le truc s'arrête réellement, officiellement. 80 ans plus tard, on y retourne du coup. 60 ans plus tard, pas 80. Avec les assignats, tu veux dire? C'est ça, avec les assignats. Parce que bon, il y a quelques générations qui sont passées. Ceux à qui c'est arrivé, en plus, on mourait plutôt tôt, je crois, à l'époque. Donc, les gens qui avaient connu le système de l'eau ont déjà disparu et la culture a disparu. Donc, on peut retrouver du papier, quoi. Bref. Donc, 1789, juste très rapidement, avant la Révolution, on a 3 ordres. Le clergé, le tiers-état, c'est 97% de la population. C'est les paysans, enfin, en réalité, le tiers-état, c'est une longue échelle. Hein. Ça va du petit paysan qui a rien et qui farouche les terres, comment on dit, qui demande des pièces, qui fauche les terres, voilà, ouais, qui demande des pièces dans la rue, voilà, jusqu'à le petit bourgeois dans sa petite banque, machin. Donc ça, c'est 97% de la population. Et à côté de ça, on a donc la noblesse avec la royauté, tous ceux qui sont proches du roi. Ces 97% de la population, ils payent une très très grande majorité des impôts, et cet impôt, il est perçu d'une manière très négative parce que on ne voit pas la rétribution en fait. On paye des impôts, mais on a l'impression qu'on ne fait que financer l'État, on fait que financer la noblesse et le clergé, et on n'a jamais rien qui nous revient. Donc le tiers-état, il commence à se poser des questions. On a eu les idées des Lumières, etc. Bref, révolution, le tiers-état, ça lui convient plus, il veut trouver une autre solution. Du coup, ils font de l'Assemblée nationale et ils proposent un système démocratique. Liberté, égalité, fraternité, ça nous vient de 1789 de la Révolution. Okay. La devise est promulguée ici. On a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Tu sais que j'ai une théorie qui est absolument ouf. J'en ai jamais parlé sur YouTube. J'allais faire une vidéo là-dessus, mais au final j'ai abandonné. Mais la vidéo, elle est en partie montée, mais c'est un truc que j'avais voulu tourner il y a quelques années, où en gros, on voyait que mais je crois que j'avais mis un extrait sur TikTok il y a 3-4 ans. Bref, tu sais qu'à l'époque, l'eau, elle était souvent pas potable. Et en fait, pour rendre l'eau potable, on en faisait souvent de la bière, parce que l'alcool, du coup, tu pouvais pas avoir de bactéries dedans. Donc en fait, tous les paysans en Europe, par exemple, buvaient régulièrement de la bière, tu vois, genre toute la journée. En fait, c'était un peu tout le temps bourré. Et à un moment donné, on a commencé à boire du café. Il y a le café qui a commencé à être importé. Et le café, c'était comme la bière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bactéries parce que tu faisais bouillir le truc. Tu sais dire en quelle année, du coup, le café? Je sais plus exactement, mais plus ou moins avant la Révolution française. Ouais, du coup, les gens, ils ont retrouvé l'esprit, c'est ça que tu veux. Exact. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à boire ils buvaient avant une boisson qui baisse tes niveaux d'anxiété, tu vois, l'alcool anxiolytique qui te rend un peu plus chill et ainsi de suite. Et en fait, tout d'un coup, ils commencent à boire du café et ils commencent à réfléchir, tu vois. Ils commencent à se dire, oh putain, ouais, j'ai pensé à un truc et tout. Et boum, Révolution française. Bref, vas-y, je te laisse. Non, mais j'aime bien le parallèle, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ouais. Non, je m'étais beaucoup intéressé aux différentes drogues et comment les drogues ont influencé des changements sociaux. La civilisation. Ouais. On attend la vidéo, mais quand vrai. Mec, c'est très bizarre si je la termine parce que je l'ai tournée il y a 3 ans. En fait, j'ai fait une vidéo sur la drogue, mais elle était très drôle. Hein. Tu sais, des fois, je la montre à des gens. Parce que, en fait, si tu veux, c'était une vidéo qui était censée être là pour mon premier tatouage. Mon premier tatouage, c'est une feuille de weed. Parce qu'à l'époque, je fumais de la beuh. Je t'ai dit, mec, à l'époque, c'était la faute de la société. Moi, je fumais des joints et ainsi de suite. Mais quand je fumais de la weed, bref, je voulais faire une vidéo sur ce premier tatouage. Et je m'étais dit, le thème, ça va être la drogue.
et je vais parler un peu de mon expérience avec différentes drogues. Parce que j'ai testé, je suis très curieux, tu vois, j'ai voulu tester plein de trucs. J'ai que une addiction à la weed, caféine, méga addiction. L'alcool, j'ai eu la chance de jamais avoir eu. Et j'ai juste eu weed et café. En vrai, c'est les seules addictions que j'ai vécues. Et nicotine, pardon, et le tabac aussi. D'accord. Mais du coup, au final, j'ai décidé de changer la thématique de la vidéo et uniquement parler de la weed, plutôt que de parler des différentes drogues. Donc cette vidéo, je l'ai pas terminée, elle est à moitié montée. Et, je suis un peu trop déçu, elle est très drôle, mec. L'introduction, je me suis trop marré, j'avais acheté une seringue. Et en fait, je fais un jeu avec une seringue et pendant que je joue comme ça, je me pique avec la seringue. Je fais un montage, tu verras, c'est très stylé, mec. Bah ouais, avec plaisir. Je veux bien faire partie des privilégiés. Ouais, tu devrais mettre un sub goal en place. Genre 500 000 abonnés, je vous montre la vidéo. Ouais, si vous mettez alors combien de likes on demande? Je pense que s'il y a 2000 likes sur ce podcast, je mets dans la description du podcast, je vous mets les passages. Alors ils seront un peu coupés en petits morceaux. Ce sera pas une vidéo complète, mais vous verrez les passages et franchement c'est assez drôle. Bref, je te laisse y aller, mec. Du coup, donc ouais, 1789 révolution. Et avec la révolution, en fait, comment dire, on a un État qui est très très endetté. Enfin, c'est pas dû à la révolution, hein, pardon. C'est, je veux dire, ça va avec. On a un État qui est très très endetté. Parce que il y a eu plein de guerres qui ont été menées. Il faut savoir que de 1700 à 1789, en gros, la France a passé la moitié des années en temps de guerre. Elle a financé une partie de la guerre d'indépendance aux États-Unis, par exemple, contre les Anglais. Il y a eu la guerre des, je sais plus quoi. Enfin bref, pour des îles. Il y a eu beaucoup de guerres avec très peu de retours financiers, en fait. Il y a eu des terres mineures qui ont été récupérées, genre Saint-Pierre et Miquelon à l'époque. Enfin, Saint-Pierre et Miquelon. Ok, mec. Bref, ça apporte rien à la France alors que ça a coûté très cher. Voilà. Donc on a un État qui est très endetté, qui a besoin d'argent, et cet argent, où il va le trouver? Bah, on a 97% de la population qui a pris le pouvoir, du coup, bah, elle va le trouver chez les 3% restants. Et notamment chez le clergé, plutôt que chez la noblesse. Clergé, donc, le système religieux, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre toutes les terres du clergé, elle va les nationaliser. Elle a besoin de les vendre pour récupérer l'argent et pour rembourser ses dettes. Il y a une échéance qui approche très vite. On a besoin de l'argent tout de suite. Le truc, c'est qu'on a du coup pas le temps de les vendre, ces terres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'organiser la vente, on va émettre du papier. Et on va dire aux gens, bah, apporte-moi un petit peu d'or, et en échange de ces ors, je te donne un morceau de papier, et ce morceau de papier, il te donne le droit de récupérer une terre plus tard, quand ce sera mis en vente, aux enchères, machin. Mais du coup, ton morceau de papier te donne un droit direct à accéder à des terres. Ça devient un peu un titre de créance, entre guillemets, parce que c'est pas un billet à proprement parler à ce moment-là, c'est plus un titre de créance. On te dit que tu auras le droit à une terre plus tard. Il y a 400 millions d'assignats qui sont émis à ce moment-là. On l'utilise aussi directement pour payer les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires, les militaires et ainsi de suite, eux avaient pas besoin de ramener de l'or pour obtenir un assignat, mais on leur disait juste, bah ton salaire, je te le paye en papier, et plus tard dans le futur, un futur un peu flou, bah tu pourras récupérer une terre du clergé. Tu vois, c'était un peu ça le... C'est ça. Et du coup, il y a 400 millions d'assignats qui sont émis à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte assez vite dans la population que les billets, bah, c'est quand même assez pratique. Donc ces assignats, en fait, il faut savoir qu'ils sont pas nominatifs. Si tu regardes les images d'archives sur Google machin, il y a écrit sur chaque billet, il y a écrit droit au porteur. Enfin bref, c'est celui qui a le billet qui a le droit de récupérer la terre. C'est pas nominatif. Donc on se rend vite compte en fait qu'on peut très bien les échanger pour commercer au quotidien, et donc c'est plus pratique que l'or, parce qu'on a oublié du coup ce qui s'est passé avec le système de l'eau à l'époque. Et bah ça va exactement se reproduire. Le gouvernement va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de récupérer de l'or pour imprimer des billets. Donc au début, il imprime par petite dose, 400 millions la première, 400 millions la deuxième année. J'ai plus le chiffre en tête, mais au bout de 10 ans, je crois que tu as 50 milliards d'assignats en circulation. Sachant en plus que tu as eu les Anglais qui se sont mêlés un petit peu de l'affaire. Ils ont vu le système avec les billets, on s'est rendu compte que c'est assez facilement falsifiable. Et en fait, les Anglais, ils vont injecter de l'argent en France sur des réseaux de contrebande, de contrefaçon. Et ces réseaux, ils vont émettre des faux assignats. On estime à un certain moment, je crois en 1792, que tu as en gros 33% des assignats en circulation, donc 1 sur 3, qui sont faux. Du coup, bah, ça met une banqueroute complète sur le système. Il y a toujours eu des faussaires. Oui, bien sûr, il n'y a pas eu forcément besoin des Anglais pour ça. Je pense que tu avais déjà des faussaires sur place, mais les Anglais, ils sont venus amplifier le système, quoi. C'est marrant, tu vois, ça me fait penser à Casa de Papel. C'est la série. Oui. Il y a le discours de Sergio qui explique à Raquel, mec, c'est le moment le plus stylé de la série, où tu sais, il est attaché comme ça. Oui, le moment où elle le rejoint, elle le détache. Exact. Alors pour ceux qui connaissent pas la série, en 2 secondes, en gros, c'est un mec qui décide d'aller dans la banque centrale espagnole pour juste s'imprimer lui-même des euros. En fait, ils vont pas braquer une banque, mais ils vont dans la banque centrale pour créer ces nouveaux euros et ensuite les utiliser. Et il y a une policière qui est chargée de l'enquête qui à un moment donné finit par le capturer et lui dit mais t'es vraiment sûr que c'est nous les méchants?
Parce que, genre, réfléchis un peu, genre, et là, il commence à lui sortir les chiffres. Il lui dit, en 2008, la Banque Centrale Européenne a créé 300 000 milliards d'euros. Et pour qui? Pour les banques, et ainsi de suite. C'est genre, il lui fait vraiment le speech trop stylé. Et ils appellent ça de l'injection de liquidité, du quantitative easing, et ainsi de suite. Enfin, il explique qu'en gros, le système, il est déjà pété. C'est juste que c'est les banques qui volent le peuple. Et là, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, on est le peuple et on vole, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Exactement. On a le droit de le faire parce qu'en fait, c'est nous qui émettons les lois, donc on fait ce qu'on veut, quoi, entre guillemets. Ouais, je sais pas s'il le dit comme ça, mais ah, tu veux dire non, que le en résumé, dit ça. Oui, que le gouvernement dit ça. Oui. Je pensais que Sergio disait ça. Non, pas du tout. Non. Bah d'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, regardez-la parce que franchement la série. Ouais, elle est très stylée. Et si vous la regardez en espagnol sous-titré anglais, parce que en espagnol ça claque. C'est une série espagnole. Vraiment, les Espagnols ils sont bons dans la réalisation de films. Ah ouais. C'est la seule qu'on connaît en France. Bah, en tout cas à grande échelle. Les séries, c'est vrai qu'il y en a pas tant. Les Zorro. Il y a Plateforme qui est assez stylé. Je sais pas si t'as déjà vu ce truc-là. Même le nom, j'ai jamais entendu. C'est une série où en gros t'as des gens alors je te spoil pas complètement, mais dans l'idée, t'as une espèce de plateforme qui est une espèce d'ascenseur qui passe de l'étage numéro 0 au -1, au -2, au -3, et ça s'enfonce, mais tu sais pas jusqu'où ça s'enfonce. Et sur cette plateforme, il y a de la nourriture. Et à chaque étage, et la plateforme, elle descend genre progressivement comme ça. Et à chaque étage, t'as 2 personnes. Et en fait, au début, c'est un énorme buffet, t'as beaucoup de bouffe, et donc les gens, ils mangent. Mais au fil que ça descend, il y a de moins en moins de nourriture. Oui, forcément. Et en fait, si tout le monde prend exactement une ration de nourriture, c'est-à-dire que tout le monde, au moment où c'est des volontaires qui rentrent dans ce système, et au moment d'être volontaires, ils doivent dire c'est quoi leur repas préféré. Et donc, si quand la plateforme arrive à leur niveau, ils prennent leur repas à eux, qui est préparé par des grands chefs cuisiniers, donc c'est un énorme banquet, tout le monde a assez à manger. Mais le truc, c'est que les gens, bah, ils mangent plus que nécessaire, et donc ceux qui arrivent en bas, bah, ils finissent par se cannibaliser, à se manger entre eux, et ainsi de suite. Et chaque X temps, les ordres sont inversés dans la plateforme. Et c'est une série espagnole c'est 2 films espagnols. Et franchement, c'est stylé. Bah ouais, j'aime bien le concept. Le concept c'est un peu gore, c'est violent. Mais tu vois, s'ils essaient de faire des révolutions, de faire des alliances entre les différents étages, on vous laisse à manger, et ainsi de suite. T'as un mec qui respecte pas l'alliance. Donc t'as des mecs qui sautent sur la plateforme et qui se laissent descendre pour aller égorger des gens. Enfin bref, c'est très violent, mais c'est très stylé. Grave intéressant. Ouais. Et il y a aussi le film Rec. T'as vu le film Rec? C'est un film d'horreur. Oui, je l'ai vu, mais ça a été tourné à Barcelone. Ah ouais, c'est espagnol. D'accord, ok. C'est espagnol. Je savais pas. T'as pas mal de films d'horreur. Mais après, je regarde très peu de films d'horreur. Ça doit faire partie un des seuls que j'ai vu dans ma vie, en fait. Assez violent, hein. Honnêtement, je m'en souviens pas. Parce que ça doit faire 20 ans que ça existe, 15 ans. Ouais, c'est un vieux film. Mais très stylé. Moi, je me souviens, il m'avait vraiment frappé. C'est tout en caméra embarquée. Oui, c'est en caméra embarquée. C'est un des premiers films qui faisait ça, je pense. Et très stylé. Ok. Bref, du coup, Révolution Assignat. Ouais, donc, bref, les assignats, c'est de la merde. Mais le truc, c'est que, au-delà du fait que c'est de la merde, en fait, t'as un mec qui va dire, bah non, c'est bien, et on va continuer de les utiliser. Et ce mec, c'est Robespierre. Donc, tu vois comment tu passes d'un philosophe des Lumières, bien éclairé, machin, qui veut aider les gens, à un mec qui va vouloir niquer la population. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a juste eu une notion de pouvoir entre les deux, en fait. Tu passes du camp du bien au camp du mal, juste en ayant eu du pouvoir entre-temps. Robespierre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle le régime de la terreur. Donc, je pense que tous ceux qui ont eu des cours d'histoire en France, ça va leur éveiller un petit peu des choses. Ce régime de la terreur, c'était quoi? Sur l'aspect monétaire, en tout cas. Robespierre, en fait, il considérait que toute la population qui refusait d'utiliser des assignats, parce que la population s'est rendu compte du coup que c'était de la merde, il commençait à les refuser, etc. Il a dit, bah tous ceux qui les refusent, c'est condamnable. On vous considère comme des ennemis de la révolution, c'est condamnable. Et vous serez punis à peine de mort. Donc il y a eu une quantité énorme de gens qui ont été exécutés sur la place publique. Parce que tu veux dire, ils ont été exécutés parce qu'ils ont refusé de travailler en échange de papier qui était imprimé à l'infini. Qui n'avait pas de valeur. Ah, c'est sympa comme concept. C'est sympa comme concept. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Le chiffre, il m'a échappé. Je crois que t'as 100 personnes qui étaient tuées tous les jours, ouais. Quelque chose comme ça pendant une période. Ouais, j'avais vu un peu la terreur en histoire. Mais c'était un des premiers cours d'histoire que j'avais. On a appris ça très tôt, hein, l'histoire de France, quand on était très jeune. Et du coup, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Okay. Mais j'ai toujours eu des bons profs d'histoire, en vrai. Hein. Tous mes profs d'histoire étaient stylés. Cool, parce que franchement, c'est ton intérêt pour le sujet, il dépendra de ton prof, clairement. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire. Et en fait, c'est un cheat code d'apprendre l'histoire. Les gens, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils... Enfin, tu vois, par exemple, si on comprenait pas l'histoire rien que là, on est en train de vous expliquer, les gars, que les Français, vous vous faites baiser depuis les Carolingiens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens, ils se disent, ouais, mais aujourd'hui, non. C'est différent. Ouais. Bah non, c'est exactement pareil, en fait. C'est un truc de le système n'a pas changé.
On l'a un petit peu plus fiabilisé, si tu veux. Il y a un peu plus de contrôle. En fait, non. Mais c'est juste plus complexe et du coup, c'est encore plus difficile de remarquer que tu te fais baiser, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a plus de contrôle. Mais si le contrôleur, il fait partie du jeu, tu te fais niquer forcément à un moment donné, quoi. C'était avec toi on avait essayé d'aller sur le site de la banque centrale du Venezuela. Genre Argentine ou Venezuela, je sais plus. Non, c'était Venezuela. Ou même de la Banque Centrale Européenne, un truc dans le genre. Et en fait, on voulait avoir des informations sur la masse monétaire et ainsi de suite. Et en fait, à plusieurs reprises, mais il y a eu 2 sites comme ça, des sites gouvernementaux, hein, donc des sites qui doivent être vraiment solides, parce que c'est le gouvernement, c'est la question de l'argent et ainsi de suite. Enfin, c'est le truc à la base de l'économie, ce qui fait tout tourner. En fait, les pages sont inaccessibles, les pages elles bug, et ainsi de suite. Je sais pas si... Je sais plus, ça me dit rien. En fait, je me souviens qu'on a été voir le site de la Banque Centrale, du coup. Je sais plus si c'était argentine ou vénézuélienne, plutôt vénézuélienne, je crois, pour regarder les taux de change, parce qu'ils étaient actualisés plusieurs fois par jour, ou une fois par jour en tout cas. C'est ça le truc, c'est que depuis oui, plus maintenant. Mais en fait, on peut remonter sur l'historique des taux de change, on pouvait remonter. Ah bah oui, mais c'est là, on avait du mal à remonter parce que les pages se chargeaient pas. Oui, c'est sur ça, en fait. Et en fait, c'est moi, régulièrement, quand j'étais sur le site de la BCE il y a quelques années, quand j'ai commencé à comprendre que c'était une douille, tu sais, j'essaie de regarder, j'essaie de comprendre, de me dire, ok, bah, je vais chercher l'information, elle est galère à trouver, les pages, elles se chargent pas. Et là, tu te dis, mais tu trouves un dev, même pas, entre guillemets, professionnel, tu peux trouver un jeune pour 2000 balles, il te refait le site, mais il te fait un site qui fonctionne, c'est pas compliqué, tu vois. Même moi, en soi, même moi, je pense c'est accessible à tout le monde de faire un site aujourd'hui. Ouais, avec un workflow ou un truc comme ça, du drag and drop, je te refais le site du gouvernement, il fonctionne. Je dis pas qu'il sera beau, mais je dis qu'il sera fonctionnel. Ah ouais, complètement. Et ça coûte que dalle, ça coûte 10 balles par mois. Bref, comme tu dis. Mais c'est différent, aujourd'hui, ils veulent notre bien. En fait, l'être humain a changé. C'est-à-dire que les êtres humains d'avant, c'était des corrompus, mais maintenant, ils sont très gentils. C'était des singes avant, et aujourd'hui, c'est des singes savants. Singes Economics. Non, ils ont été éclairés. PPS Economics, bientôt dans les bacs. De fou. Bref, du coup, les assignats, c'est de la merde. Robespierre, il tue tous ceux qui veulent pas l'utiliser. Tuer les gens. Exactement. Bon, il finit tuer lui-même pour le coup. Ah, c'est vrai? Je savais pas, mec. Ouais, il finira la tête coupée. Tout ce qu'il mérite. En vrai, Robespierre, le prénom déjà me fait rire. C'est son nom de famille ou c'est son prénom? Je saurais pas te dire parce qu'on le connaît que sous Robespierre en fait. On avait l'Assemblée nationale qui était composée de 2 partis très extrémistes. D'un côté les royalistes parce qu'il faut savoir qu'ils avaient quand même leur place au gouvernement, hein, ceux qui étaient contre la révolution, etc. Et d'un autre côté les jacobins pour la révolution. Donc on avait 2 extrêmes au pouvoir et t'as Napoléon qui arrive, qui met un petit peu tout le monde d'accord et qui dit bah non en fait ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vais récupérer le pouvoir. Et on le laisse entre guillemets faire parce que Napoléon il est plutôt bien perçu, il a mené quelques guerres napoléoniennes qui étaient très bien vues par la population parce qu'elles ne coûtaient pas d'argent à la population en fait. Il les finançait exclusivement sur les défaitistes. Donc en gros bah tu prenais un village, tu pillais tout le village et t'allais piller un autre village pour enchaîner etc. comme ça. Donc il a financé ces guerres comme ça, il est arrivé en fait au pouvoir et il était perçu, du coup bien perçu, et il a été vu comme un juste milieu si tu veux entre justement les 2 extrêmes. On s'est dit ça fait un bon entre-deux pour éviter le clash constamment et les blocages systématiques. Napoléon qui mettra en place du coup la Banque de France en 1800 et la création de franc germinal. Du coup, cette Banque de France, il va se dire qu'on a besoin d'une monnaie en laquelle les gens ont confiance pour pouvoir relancer l'économie. Donc l'idée, c'est de créer cette nouvelle institution, Banque de France. C'est un truc très formel, un truc qui a l'air très institutionnel. Et il garantit que chaque franc est convertible en or. Donc un franc français est convertible, représente 0,29 grammes d'or. Donc à tout moment, un citoyen, il peut prendre son franc français, aller à la Banque de France ou dans une des filiales de la Banque de France et le changer contre 0,29 grammes d'or. Le franc français, ce franc germinal, du coup, il prend plusieurs formes différentes. Il existe sous forme de pièces, des pièces métalliques, des pièces d'argent et des pièces d'or, mais également sous forme de billets. Le problème du bimétallisme, on en avait un petit peu parlé, il me semble, dans le podcast sur le Venezuela, c'est que ça permet un money glitch. C'est-à-dire que si tu as des pièces d'or et des pièces d'argent, alors une pièce d'argent, imaginez une pièce de 1 franc en argent. Cette pièce de 1 franc en argent, vu qu'un franc français c'est 0,29 grammes d'or, bah elle te permet d'être échangée contre 0,29 grammes d'or. Par contre, ta pièce de 1 franc, elle contient une certaine quantité d'argent, un certain poids en argent en métal. Admettons 3 grammes d'argent. J'ai un truc au pif. C'est-à-dire que cette pièce, elle te dit 3 grammes d'argent égale 0,29 grammes d'or. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, t'as des Chinois qui arrivent en France et qui achètent plein de choses avec de l'argent? Ben, il y a beaucoup plus d'argent en France. Et donc, l'or par rapport à l'argent va s'apprécier. Parce que l'offre sur l'argent est plus abondante, pas forcément de demande sur l'argent. Les gens préfèrent avoir de l'or que de l'argent. Et donc, toi, ta pièce imagine, maintenant, t'as une pièce d'or. Il y avait des pièces de 20 francs, par exemple, en or. Et donc, 20 francs en or contenaient effectivement 20 fois 0,29 grammes d'or, donc environ 5, on avait dit combien? 5,8 je crois. Donc, une pièce de 20 francs contenait effectivement 5,8 grammes d'or. Et tu disais, ok, avec cette pièce, je pourrais théoriquement demander 20 pièces de 1 franc en argent,
c'est censé valoir la même chose. Mais le truc, c'est que vu que l'or, en tant que métal, la valeur métal de l'or, c'est apprécié face à l'argent, bah, ce que je peux faire aussi, c'est faire fondre cette pièce d'or. Et l'or que je vais récupérer, je vais pouvoir le vendre et je récupérerai plus que 20 pièces de 1 franc en argent. Et en fait, je peux utiliser ces 20 pièces de 1 franc en argent pour racheter de l'or, enfin pour les échanger contre des pièces d'or, faire fondre les pièces d'or et ainsi de suite. Donc le bimétallisme, c'est un truc qui régulièrement s'est pété la gueule. Et donc il y avait aussi un système de billets en parallèle et ça tient plus ou moins. Ça laisse des problèmes de, enfin voilà, t'as du money glitch, donc t'as des gens qui étaient bien connectés, exactement. T'as des gens qui s'en mettent plein les poches. De nouveau, il y a de la corruption, toujours le cœur de l'être humain est comme ça. Et donc on se retrouve de 1800 jusqu'à la Première Guerre mondiale. En réalité, il y a eu 2 guerres et pendant ces 2 guerres, donc c'est la guerre des Flandres, c'est la guerre contre la Prusse, les guerres contre la Prusse. C'est la Prusse, non? Ce qui allait donner naissance à l'Allemagne. Oui, c'est la Prusse. Ouais. Alors, donc là, on fait le lien avec l'épisode contre l'Allemagne. Une guerre qui a été gagnée par l'Empire de Prusse. Pendant ces périodes-là, on suspend la convertibilité du franc en or. Parce qu'on a besoin d'imprimer un peu plus de francs pour financer la guerre. Et donc, on n'a pas envie que les gens viennent demander à récupérer l'or parce qu'on va très vite se retrouver à court d'or parce qu'il y a plus de francs qui circulent. Et donc, on suspend le truc. On arrive en 1914. On vous a raconté l'histoire avec l'Allemagne. Je fais très rapidement le truc avec la France. Mais bref, besoin de créer beaucoup de francs pour financer cette guerre. On rappelle, la France est alliée avec l'Angleterre, la Serbie et la Russie contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et c'est tout en fait. Et l'Italie, je sais pas en première guerre mondiale. L'Italie au début. Si, l'Italie, oui. Les Italiens et les Allemands, ils s'aiment bien. Je sais pas pourquoi ils font toujours pendant la deuxième aussi, ils ont été côté des Allemands. Justement. Pendant 2 ans, je crois. Pendant la première, j'avais un peu oublié que pendant la première aussi, c'est marrant. Ouais. Bref. La France imprime de ouf, et du coup, vu qu'elle va imprimer dans tous les sens pour financer la guerre, donc pour envoyer les poilus aller mourir dans les tranchées, encore une fois, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que on le dit, et à force de le dire, on oublie que c'est hardcore. Moi, ça me choque encore une fois. Oui. On est en train d'utiliser toute l'épargne de la population, on la taxe de façon invisible pour envoyer cette même population mourir. Enfin, bref. La convertibilité du franc germinal en or est suspendue du coup dès le début de la guerre, dès 1914. On a là aussi des obligations de guerre qui sont émises et qui sont rachetées par la Banque centrale, comme on l'avait expliqué pour... j'avais donné l'exemple dans le premier épisode sur l'Allemagne, l'exemple de l'Angleterre, également l'exemple de l'Allemagne. J'en parle dans mon cours l'opportunité Bitcoin. D'ailleurs, si ces questions vous intéressent, il y a un lien en description. Mais je vous montre aussi les photos de propagande parce qu'il y en a eu aussi en France où en gros, c'est des affiches. On disait Français, prêtez votre or au pays, achetez, souscrivez à l'emprunt national et ainsi de suite. Enfin bref, n'importe quoi. Suspendu jusqu'en 1928, c'est ça. Et en 1928, 26 ou 28, je sais plus. 28, il me semble. Mais pas un peu. Le chiffre 6 ressemble un peu au chiffre 8. Donc peut-être que. C'est un 8 effacé. Bref, 1928, il me semble. Ok. Et je crois que c'est jusqu'à 36. Je crois que c'est ça, c'est 28 à 36. C'est ça. Et je crois en 1928, du coup, on dit, c'est bon les Français, vous pouvez à nouveau convertir vos francs en or, parce que la guerre est terminée depuis maintenant 10 ans, hein. La guerre est terminée en 1918, et en plus la France a gagné la guerre, donc elle s'est pas fait chier dessus comme l'Allemagne. On rappelle l'Allemagne avec le traité de Versailles qui part en hyperinflation. En France, on leur dit 10 ans après la fin de la guerre, vous pouvez à nouveau récupérer de l'or. Par contre, il y a un petit changement les gars. Avant, c'est vrai, vous nous avez donné 0,29 grammes d'or pour obtenir un franc germinal. Maintenant, c'est un peu différent, en fait, on n'a plus trop d'or. Donc si vous voulez récupérer de l'or, et que vous nous ramenez un franc, on vous donnera plus 0,29 grammes d'or, on vous donnera 0,065 grammes d'or pour chaque franc que vous déposez. Donc la population s'est fait littéralement voler les 3/4 de l'or qu'elle... ça a été une taxe. On leur dit, en fait, c'est bon, vous avez été taxé de ça. Mais les gens ne vont pas échanger leur or contre des billets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cons, en fait, et ils continuent d'utiliser des billets. Ils se disent pas, il y a très peu de gens qui effectivement se disent, en fait, faut récupérer l'or. Pourquoi ? Parce que ça continuera à baisser. Parce que ça continuera à être dévalué. C'est ce qu'ils devraient se dire. Voilà, mais la raison pour laquelle ils le font pas, c'est parce qu'ils disent, de toute façon, le boulanger, il accepte des billets, lui, il accepte aussi des billets, donc j'utilise des billets. Et en fait, les questions de finance et ainsi de suite, ça me casse les couilles, j'ai envie d'aller me faire du resto. Vas-y, je me fais vacciner, comme ça, je peux aller au resto. Et puis, non, mais c'est la même chose. C'est exactement ça. Mais oui, c'est toujours la même logique, c'est toujours la même mentalité. Mais c'est des gens qui refusent de s'intéresser à ces questions d'argent parce qu'ils se disent que le système veut leur bien. Exactement. C'est vraiment des putains de moutons. Bref, ça dure jusqu'en 1936. Donc, on a littéralement 8 ans pendant lesquels on peut convertir. Il y a quand même certaines personnes qui convertissent, j'imagine. Pourquoi ? Parce qu'en 36, de nouveau, la convertibilité est interrompue. Donc, de nouveau, le gouvernement, il dit, en fait, non.
utilisez les billets pour l'instant de nouveau. C'est un peu, il y a des, vous savez, il se passe des choses et tout. Vous n'avez pas récupéré vos 0,00006 Il y a un mec moustachu là-bas, on risque d'avoir besoin d'argent. Ah ouais, en plus t'as Hitler qui commence à arriver. Désolé. Ouais, je l'ai vu voler celui-là. T'as Hitler qui commence à arriver. Là, on part sur du coup Deuxième Guerre mondiale. Là-dessus, bah évidemment, toute l'Europe qui se retrouve complètement ruinée parce que toutes les monnaies du coup qui se retrouvent complètement dévaluées. Les États-Unis, alors très rapidement, les États-Unis, ils arrivent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme puissance économique majeure. Ils possèdent énormément d'or parce que beaucoup de pays ont envoyé leur or aux US pendant la Deuxième Guerre mondiale pour le protéger. En plus de ça, beaucoup ont payé du matériel et des marchandises et des vivres aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit, bah, si vous allez nous payer, vous allez pas nous payer avec vos francs, en fait. Parce que ça, c'est que de nouveau, c'est le peuple qui accepte les francs. Nous, on est un État. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on comprend la douille. Nous, on accepte de l'or. Donc, en fait, les États-Unis terminent la Deuxième Guerre mondiale avec énormément d'or. Et ce qu'ils vont dire à tous les alliés, ils vont leur dire, OK, nous, on peut vous faire des prêts pour vous aider à reconstruire votre Europe détruite, le plan Marshall. Mais si vous voulez qu'on mette le plan Marshall en place, vous allez devoir accepter les accords de Bretton Woods. Et les accords de Bretton Woods expliquent que, en gros, les États européens doivent tous indexer leur devise sur le dollar, et le dollar va être lui-même indexé sur l'or. Donc tout l'or est aux États-Unis. Les États-Unis garantissent que chaque dollar représente, j'ai pas envie de dire de la merde, une once d'or en 1946, il me semble que c'est 33 $. Si je me trompe pas. C'est quelque chose comme ça, 33, j'allais dire 35, mais je crois que c'est... ouais, 0,30, ouais, c'est 35. Bref, peu importe. Genre, notre dollar est indexé sur l'or, et vous allez indexer vos devises sur le dollar. C'est ça. Et donc, en fait, on est dans un système où la population en France, bah, elle utilise des francs. Ces francs sont théoriquement convertibles en dollars, et ces dollars sont convertibles par le gouvernement français, non pas par monsieur et madame tout le monde, mais le gouvernement français peut théoriquement aller à New York et dire, bah, voilà le dollar, donne-moi l'équivalent en or. Mais l'or doit rester aux États-Unis. Enfin, les gens ne font pas ça parce que, ben, ça fait partie dans un premier temps des accords de Bretton Woods. On avance, du coup, on avance un petit peu dans le temps. Il y a un petit rebranding. Tu m'en avais parlé avec le franc, point carré. En 1960. Non, le point carré, c'était le 0,065. C'était en 1928. C'est en quel? Ah, c'est le suivant en 1960. Ah, le nouveau franc. Ah oui. 100 nouveaux francs égale 100 anciens. Ouais. Pardon, un nouveau franc égale 100 anciens francs. Exact. 100 francs point carré. Donc là, on passe juste dans une petite phase où, en gros, on va utiliser un nouveau franc. C'est-à-dire qu'il y a rien qui change. Ouais. C'est juste que les gens, ils se rendent compte, putain, quand je vais acheter mon pain, ça coûte très cher. Pour que la population ait l'impression que les choses soient moins chères, on va leur dire, en fait, on fait une nouvelle monnaie. Et cette monnaie, c'est de nouveau 100 francs anciens. Ce sera juste un nouveau franc. Comme ça, tous les prix, ils perdent 2-0. Et les gens ont l'impression que, ils se sont pas trop fait douiller. Donc voilà, juste petit rebranding marketing en 1960. En 1971, les États-Unis, qui évidemment n'ont pas tenu leurs promesses parce que, c'est la vie, hein, et j'en parlais dans le podcast déjà sur la Grèce, donc je rentre pas dans les détails. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé des dollars à l'infini. Ils avaient pas assez d'or. Et au bout d'un moment, ils ont dit à tous les pays du monde, écoutez, vous avez beaucoup de dollars, c'est vrai. Ces dollars, on a promis que vous pourriez les convertir en or. En fait, vous pouvez pas le faire, les gars, parce que on a eu des problèmes avec des spéculateurs qui ont fait des choses bizarres, et ainsi, enfin, n'importe quoi. Et Nixon, du coup, annonce ça à la télé en 1971. Et à partir de ce jour-là, toutes les monnaies du monde, y compris la monnaie de France, parce que toi, t'avais ton franc français qui, théoriquement, était convertible en dollars, qui, lui, représentait de l'or. Mais là, le dollar ne représente plus d'or. Donc, par extension, ton franc représente du dollar qui représente rien du tout. Donc, en fait, on a juste du papier. Et là, monsieur et madame tout le monde, et là on parle de la génération de nos parents, et peut-être de nos grands-parents, en fait, du jour au lendemain, et la plupart des gens n'avaient aucune idée, hein, les gens, tu leur dis, 1971, tu comprends pas ce que ça veut dire. Les gens savent pas. Mais du jour au lendemain, on va te payer avec du papier. Et les gens continuent. Et on vit dans ce système actuellement. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé, du coup. Ouais. Ils ont toujours vu ce papier. On s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça me permet d'obtenir, est-ce que je peux avoir de l'or, etc. Non, on a toujours utilisé ce papier. Du jour au lendemain, tu continues d'utiliser ce papier, en fait. Il y a un mec qui a fait un discours, mais rien n'a changé pour nous. Ouais. Et pourtant, tout a changé. Ouais. Parce qu'au final, les États-Unis, ils ont récupéré tout l'or du monde. Et ils ont laissé des petits bouts de papier à... franchement, c'est génial comme concept. Imagine la force de conviction que tu dois avoir. Bah, t'as une armée. Ah bah oui. T'as une armée, c'est ça. Oui, bien sûr. Tu sais, les gens, ils disent des fois, ouais, le dollar, il est backé par rien du tout. Et genre, en réalité, t'as jamais vu ces mêmes qui disent le dollar est backé par rien du tout. Et en fait, tu vois, ceux qui backent le dollar, tu vois les porte-avions et les trucs comme ça. C'est ça le truc, c'est que t'imposes par la force le fait qu'on doit utiliser ces morceaux de papier. Tu sais à quoi ça me fait penser? T'as vu Prison Break? Non. Oui, non. Ça date d'il y a... Ouais, c'est une vieille série, ils doivent sortir d'une prison, ouais. Ouais, bon, en gros, si ça parle à ceux qui regardent, t'as un mec dans la prison, c'est T-Bag.
c'est un violeur d'enfants, machin, mais tu sais, il a un peu les crocs et il fait peur à beaucoup de gens, et notamment à tous les nouveaux détenus. Ok. Et tous les nouveaux détenus, il va les voir et il leur propose sa protection en fait. Et en échange de sa protection, bah, il faut le tenir par la poche. Donc tu sais, il te sort sa poche comme ça là. Ouais. Et il te dit tiens moi par les poches. Ok. Tu le suis un petit peu partout. Et ça me fait rire parce que t'en reviens à un stade où tu retires tout ce que, genre, je sais pas, toute ton âme de ton corps, toute la confiance que tu peux avoir en toi et tu la places sur quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ah ouais. Et juste pourquoi? Parce qu'il t'a tenu un beau discours et parce qu'il t'a montré à un moment donné que tiens regarde moi j'ai un truc ça fait pampan. Enfin ouais mais sauf que nous en fait on est 100 et si tu vas peut-être tuer une personne avec ton pampan mais on va être 99 à te casser la gueule en fait derrière. Et je trouve ça génial. Et je pense que tous les individus là si le on est 100, tu es en train de parler des États face aux États-Unis. Oui. Ou t'es en train. C'est vrai, mais tu vois, c'est un peu la même logique qu'aujourd'hui, tu vois, les gens pourraient se dire, tu vois, aller devant le siège de la BCE à Bruxelles et en fait juste le brûler. Les gens pourraient faire ça, mais les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que chacun pense à son intérêt personnel. Bien sûr. Ils se disent, en fait, j'ai meilleur temps de travailler sortir sur mes trucs. Palestine. Ouais, alors ouais. Putain, c'est encore une autre histoire, mais ouais. Bref. Non mais ouais les gars, au lieu de sortir des drapeaux palestiniens, genre littéralement si vous avez envie de vous battre pour un truc utile, allez brûler la BCE, allez informez-vous sur ces questions monétaires et allez comprendre la vraie douille en fait. Là, on vous distrait. En plus la vraie douille. Regardez l'Ukraine, regardez la Palestine, regardez ci, regardez ça, regardez les trans. En fait, moi j'ai l'impression que tous ces problèmes politiques, tous les trucs qu'on entend dans les médias, c'est, moi je le pense. Hein. T'as le pouvoir de créer de la monnaie, tu contrôles les médias, tu utilises les médias pour attirer l'attention de la population sur, tu sais, c'est un peu le plus vieux tricks du monde, hein. Tu diverses, comment on dit ça, tu dis aux gens de regarder ailleurs pour pas qu'ils regardent ce que tu fais. Voilà. Et ils regardent dans tous les sens, et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, toi, tu crées de l'argent, tu contrôles le monde, en fait. En fait, ce qui est très drôle, c'est que tu vois, le pouvoir attire le pouvoir, enfin, le succès attire le succès. Plus t'as du pouvoir, plus tu vas pouvoir en gagner. Et donc, t'imagines que rien qu'à l'époque, les rois, tout ce qu'ils possédaient, en fait, faut imaginer, tu vois, que à moins qu'il y ait une révolution où vraiment on reprend toute la richesse du roi et d'une manière ou d'une autre elle est redistribuée, mais t'as des familles qui, sur le long terme, elles ont accumulé une quantité de pouvoir et d'influence, mais juste énorme. Et aujourd'hui, en 2025, t'imagines où elles en sont ces familles? Moi, je me dis, c'est ils sont au-dessus du monde, en fait. C'est eux qui contrôlent absolument tout. Enfin, bien sûr. C'est un peu, ça peut sonner un peu les théories très complotistes. Ouais, très complétistes. Mais moi, je me dis, est-ce que réellement il y a pas des raisons de se poser la question? Déjà, je pense que oui, il y a des raisons de se poser la question. Est-ce qu'on le saurait? Est-ce qu'on le saura un jour, oui ou non? Bah, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça peut être, c'est tout aussi utile d'aller manifester devant la BCE que devant Carrefour avec des casseroles pour la Palestine. Exactement. Ça changera absolument rien à leur direction. Ça mettra juste un frein d'un jour, en fait. Voilà. Et donc, ça c'est 1971, puis on a le passage à l'euro. En 99, ouais. Exact. T'as des choses que t'as envie de dire sur l'euro ou on passe directement sur... juste très rapidement, parce qu'on a toujours l'image collective que l'euro, il a un peu niqué la population. Pourtant, en soi, le passage du franc à l'euro, ça revient un petit peu au passage de l'ancien franc au nouveau franc, dans le sens où t'as une parité fixe entre les deux, et cette parité, elle est inéluctable, c'est-à-dire que 1 euro vaut toujours 6 francs 55 aujourd'hui, officiellement. Ce qui s'est passé, en fait, juste rapidement, c'est que, comment dire, imagine, tu vendais une baguette de pain 4 francs, et je dis une connerie, au moment du passage à l'euro, ça représente 52 centimes. Bah la boulangère, au lieu de demander 52 centimes à ses clients, elle va dire ouais bah écoute, je vais demander 55 centimes. Et du coup en fait ça fait une augmentation des prix de 5%. Mais du coup c'est pas, je veux dire c'est pas une douille à l'échelle gouvernementale, c'est juste que les gens ont un petit peu profité de la population à l'échelle de chaque commerçant, quoi. Okay. Voilà. Alors la loi sur l'entrée en vigueur de l'euro, la loi du coup elle a été votée. La loi pour l'euro c'était en 1992. Et ça, c'était une petite remarque que j'avais envie de faire, c'est que jusqu'en 2012, les francs étaient acceptés. Donc la loi passe en 1992 et jusqu'en 2012, si tu avais un billet de franc français, du nouveau franc, du coup, tu pouvais aller l'échanger, alors je sais pas où exactement. À la banque. Donc tu as une période à la banque. Donc tu as une période de transition de 20 ans. Ouais. Et ça c'est très drôle parce que des fois on entend des gens dire ouais mais Bitcoin et tout c'est trop lent et ainsi de suite. Bitcoin ça existe depuis 16 ans. Alors l'euro c'est 20 ans de transition avec des gouvernements dans tous les sens qui forcent l'utilisation de la monnaie et qui disent que bah, si tu es obligé de payer tes impôts en euros, tu es obligé d'utiliser les euros pour les salaires, pour le loyer, les prix sont en euros et ainsi de suite. Bitcoin, il y a eu aucune, alors c'est pas une entreprise, il y a aucun budget pub, aucun budget marketing, aucun état, au contraire. Tous les États, tous les médias, tout le monde a chié dessus, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour le freiner. Et aujourd'hui, c'est plus adopté que l'euro. Je pense qu'il y a plus de personnes qui, si tu vas sur Terre, bon, peut-être pas que l'euro, mais en tout cas, on est 16 ans derrière. Et
le Bitcoin a fait un joli bout de chemin, en fait. Genre un très très bout de chemin. Ouais. Et surtout par rapport à l'euro, il s'est extrêmement apprécié. Et par rapport au fait qu'on lui a chié dessus, je voulais juste dire ça, quand on voit que des banques chient sur Bitcoin, Christine Lagarde, présidente de la BCE, chie sur Bitcoin, faut pas s'attendre à ce que les dirigeants d'hôtels viennent et disent « Ah oui, Airbnb, c'est stylé ». Ou à ce que les chauffeurs de taxi disent « Ah oui, peut-être qu'il y a quelque chose avec Uber ». C'est normal. C'est normal que ces institutions critiquent. Mais on arrive sur la fin, peut-être qu'on peut enchaîner sur l'euro numérique et le futur de notre espèce. Ouais. Moteur action. On se retrouve après une courte pub. Du coup, avec Kylian, ce qu'on s'est dit, c'était que avant de parler de l'euro numérique, on allait faire un petit bilan et c'est lui qui va le faire, qui va s'en occuper de l'état de la France actuellement. Il nous a sorti les chiffres. Et donc, on va partir en mode chiffré. Mec, à part ça, tu sais que je suis assez, je suis assez déçu de nous. Pourquoi ? On a fait notre mieux. En vrai, on a bien bossé. Mais je pense que ça aurait été stylé de un peu mieux fouiller dans le passage à l'euro. Parce que je trouve quand même assez, comment dire, je vais pas dire, c'est pas suspect le mot, mais ça m'intrigue, si tu veux, de comprendre comment ça se fait que les pays cèdent le privilège de pouvoir créer de la monnaie, donc de pouvoir d'avoir cette souveraineté monétaire au profit d'une banque centrale européenne indépendante. Comment est-ce que tu convaincs? C'est quoi la logique? C'est quoi l'intérêt qu'ont les différents États à accepter ce système-là? Une fois que l'Union européenne est créée, oui, t'as un intérêt pour les autres États comme la Grèce, comme on a eu pour la Grèce, tu vois, de se greffer au truc. Ouais. Mais dans un premier temps, c'est quoi l'intérêt pour eux? Et moi, j'aurais bien voulu creuser un peu plus là-dessus. Bah, pour le coup, ça aurait été intéressant, et justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis en évoquant la Grèce et en disant que en fait, ça dépend de quel pays on parle. Parce qu'effectivement, tu parles de l'Allemagne, potentiellement de la France, tu peux te poser la question de l'intérêt de perdre sa souveraineté monétaire. Par contre, si tu parles d'un pays comme, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, peut-être qu'ils avaient plus intérêt à avoir une monnaie forte, justement pour des questions de, retrouver rassurer sur des investissements internes au pays. Par exemple, si tu reprends la Grèce, ils avaient voulu rejoindre l'euro, en partie parce que leur monnaie, elle était systématiquement dévaluée, et tous les gens qui investissaient en Grèce, ils pouvaient se faire niquer du jour au lendemain à cause de la dévaluation de la monnaie. Du coup, on a voulu une monnaie plus forte, etc. Et du coup, je pense que ouais, ça dépend à quelle échelle, mais effectivement, ça aurait été sympa de le creuser pour le coup. Ouais. On a manqué de temps et de clarté, de vision d'esprit. On peut s'améliorer, Kylian. Non, on peut s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Bon, vas-y, parlons un peu de la France actuellement. Je crois que c'est pour conclure un peu sur votre pays. Assez rapidement, du coup, j'ai repris les chiffres principaux qu'on évoquait déjà un petit peu au début du podcast. Je disais qu'on est dans une situation un petit peu similaire à la Grèce. En fait, c'est sur 2 points majeurs. Fais-moi le rapport, mec. Imagine, je suis Dieu. Et toi, t'es le chef de la France. Et tu viens et tu dis, Dieu, j'ai un peu merdé, voilà l'état de mon pays. Je vous écoute, monsieur. Le mec se positionne bien dans l'histoire. Je suis le roi du monde. Ouais, pas Dieu, ok, le mec se positionne très bien encore. Enfin. En fait, on a un pays dans lequel on a un petit problème. On s'est beaucoup endetté. D'accord. J'aime pas le jeu, mec. J'ai l'impression de tenir la poche de T-Bag, là. Ok, on arrête si tu veux. Ouais, donc en fait, on a un pays qui est très endetté, 110% du PIB, ça correspond à 3 000 milliards d'euros. Et vas-y. T'es en train de me dire, tu t'es endetté, donc t'as demandé à ce qu'on te prête de l'argent, à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Et tu comptes rembourser comment? C'est quoi le plan? C'est quoi Justement, en fait, c'est là tout le problème. C'est que pour rembourser de l'argent, il faut avoir de l'argent. Et le truc, c'est que la France est en déficit depuis 50 ans maintenant. J'avais ressorti la courbe, je sais pas si vous la verrez à la caméra. Mais donc là, ce que vous avez, c'est le solde des finances publiques, en fait, depuis 1959 jusqu'en 2024 aujourd'hui. Franchement, en fait, ça parle à l'oral, je pense qu'ils verront pas. Ouais, okay. Je pense qu'ils verront pas. En gros, ça fait 50 ans que vous n'avez pas eu une seule année où vous avez réussi à gagner plus que ce que vous dépensiez. Chaque année, vous perdiez plus. Exactement. Alors, en pendant moyenne. 50 ans. Ouais, en moyenne. Parce qu'il y a des années un petit peu plus hautes que d'autres, mais en moyenne, en tout cas, on perd de plus en plus. Depuis 50 ans et aujourd'hui, donc on a un déficit à 6%. Déficit à 6%, ça veut dire qu'on dépense 6% de plus que ce qu'on gagne chaque année. Et ça, donc, c'est les mêmes niveaux que la Grèce. C'est le déficit moyen. C'était le déficit sur l'année 2024 en tout cas. D'accord. Après, si tu regardes en moyenne, par exemple, l'année Covid, on est descendu jusqu'à 10% quasiment. Ok, bon, Covid, c'est un peu normal. Après, c'est particulier, ouais, ok. Ouais. Mais 6% donc. Et ça, c'est les mêmes niveaux que la Grèce, donc. En 2008, faut produire plus, 110% du...
Bah, bonne question. Est-ce qu'il faut produire plus ou est-ce qu'il faut dépenser moins, en fait? Un peu les deux. Et un peu des deux. En fait, vous prenez des mecs qui font le chômage. Ouais. Et faut les faire travailler. Et donc, peut-être, tu baisses un peu les impôts. Comme ça, en fait, les mecs, ça les motive un peu à travailler. Tu vois, peut-être je peux travailler, je vais pas payer tant d'impôts que ça. Parce que moi, je serais entrepreneur en France. Ouais. Mais jamais de la vie, en fait, je vais bosser si on va me prendre autant. Bah non, d'accord. Mais c'est pour ça que t'en as plein qui quittent la France. C'est pour ça que t'en as plein qui quittent la France. Et ça fait... Vous avez de l'immigration, donc vous vous équilibrez, non? Non, je rigole. Le mec, il veut juste que... J'ai envie de le faire pleurer, en fait. Non, mais en fait, juste, enfin, c'est pas parce que je suis français que je suis pour la politique française, clairement. Je l'évoquais déjà un petit peu au début, donc il y a pas de débat par rapport à ça. La France, elle a une politique de merde aujourd'hui, et ça se voit dans les chiffres, et ça se ressent. Et pour moi, le problème, c'est pas juste les chiffres tels qu'on les évoque aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne voit aucune piste d'amélioration, c'est qu'on voit aucun fait qui ferait que la situation économique française pourrait s'améliorer à horizon 5 ans, 10 ans. Non, on voit juste une courbe qui plonge, quelle que soit la courbe qu'on regarde, en fait. Je pense que c'est assez négatif, parce que si on regarde, tu vois, moi je pense qu'il y a des politiciens en France, des fois je regarde un peu, je tombe sur des trucs sur Instagram, qui montrent que vous avez quand même des budgets de dépenses genre hyper ouf. J'avais vu France Travail, ou vous avez des postes, des budgets de dépenses, en fait, des postes dans lesquels vous dépensez, mais des quantités énormes. Et en fait, ça, tu vois, ce que Milei, il avait fait en Argentine, c'est qu'il a juste tout dégagé, et en un an, il a redressé son pays. Bah ouais. Donc en vrai, vous avez des pistes potentielles pour vous en sortir. Bien sûr. Mais à quel prix, en fait? Parce que quel que soit ce que tu vas couper l'herbe sous le pied de quelqu'un en France. Si tu prends la situation en France, ceux qui votent le plus, c'est les personnes âgées. Donc les personnes retraitées. C'est ceux qui coûtent le plus à la France en termes de système social. Je crois que 40%, chiffre à vérifier, 40% des contributions sociales, elles vont directement dans les retraites françaises. Et ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je saurais pas dire un chiffre exact. Mais bref, c'est une somme énorme. C'est un peu ce qu'on disait avec sur la thématique de l'Argentine, où on se retrouve dans des espèces de conflits d'intérêts, ou de conflits où chacun va essayer de se battre pour son propre intérêt. Exactement. Et en fait, tout le monde a envie que ce soit la génération suivante qui paye la facture. Exactement. Donc les vieux vont jamais accepter, disons, que leur retraite soit baissée, parce qu'ils préfèrent que ce soit la retraite de la génération suivante, et ils espèrent qu'ils meurent avant. Et je me mets à leur place pour le coup, parce que imagine, t'es cette génération, t'as travaillé toute ta vie, on t'a dit, l'État, bah t'inquiète, travaille et je m'occuperai de toi à la fin. Bah du coup, t'as travaillé, t'as fait confiance à l'État, aujourd'hui tu récupères ton dû, entre guillemets. C'est normal qu'on leur doive toujours ces retraites, mais il y a un moment donné où ça peut plus fonctionner, ce système par répartition, parce que bon, je sais plus, je crois qu'on l'évoquait sur l'Allemagne, enfin, je veux dire, la population, il y a de moins en moins de naissances, il y a forcément un moment où ça va merder, bref. Donc c'est ceux qui votent le plus, forcément ils vont pas voter contre leur propre intérêt. Les politiciens savent très bien que c'est ceux qui votent le plus, donc ils ont un discours qui va être tourné un petit peu à l'avantage des personnes âgées en règle générale. Il y a peut-être d'autres postes aussi où il y a la possibilité de réduire des dépenses, non? Il n'y a pas que les retraites, c'est peut-être le principal, mais il y a... Non, mais probablement, enfin, ne serait-ce que le système de santé, on l'évoquait, il coûte hyper cher à la France, et pourtant il est pas si intéressant que ça. Non, je crois on en parlait hors podcast, mais c'est l'un des systèmes de santé qui coûte le plus cher au monde, et pourtant on n'a pas les meilleurs ratios du monde, en fait, en termes de mortalité infantile par exemple, en termes de durée de vie, etc. Donc il y a forcément des choses à aller chercher. Après, je vais pas me positionner comme le sauveur, justement. Je suis pas là pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dis juste qu'il y a des choses à faire. On est dans une situation qui est complexe d'un point de vue monétaire. On a la question qui commence à se poser, en fait, d'une mise sous tutelle du FMI en France. Ah, ok. Sympa. Tu l'as pas vu passer? Alors le FMI, c'est ce qui a été mis en place pendant les accords de Bretton Woods, Fonds monétaire international. C'est un organe supranational d'un point de vue juridique. C'est comme ça que ça s'appelle. Mec, c'est stylé, hein. T'aimerais bien être supranational. C'est ce que tu voulais faire avec moi tout à l'heure quand tu me disais je suis le chef de la France et moi je suis supranational. Ah oui, j'aurais dû être le FMI, mec. Moi je suis le FMI et c'est la preuve. Je te fais mon rapport. J'aurais dû être le FMI. C'est ce que je voulais dire par roi du monde. Mais du coup, FMI qui est là pour contrôler, accorder des prêts d'urgence aux États si jamais ils partent trop dans la merde. Il me semble que le FMI avait accordé un prêt à l'Argentine à l'époque. J'allais dire à la Grèce. Ah, à la Grèce, oui, également. Pardon, ouais, c'est ça. Pour qu'elle puisse rembourser sa dette. Exactement. Mais du coup, c'est quoi? C'est une mise sous tutelle de la France. On est en train de se poser la question. Ça va pas se faire tout de suite, mais le simple fait qu'on se pose la question, en fait. Franchement, je kifferais trop. Bah, moi ça me ferait je te dis franchement, moi aussi. Par contre, j'espère que je serais déjà parti. J'espère que j'aurais déjà quitté le pays avant ça. J'espère pour toi, mais j'espère que tous mes potes ils se barreront, mec. Mais de base, il y a un moment donné, je te dis, il faut une solution parce que on n'a pas d'argent et on n'est pas capable d'en créer plus. On n'est pas capable de générer de l'argent pour rembourser nos dettes. Et je lisais ce matin, j'ai reçu une newsletter. Il y a un rapport de Goldman Sachs qui a été sorti il y a pas longtemps, du coup, sur la situation économique en France. Et il disait que donc la France, on est le 3e pays le plus endetté d'Europe, derrière la Grèce et l'Italie, Grèce en première et l'Italie en 2e place. Mais le truc, c'est que en termes de déficit public, ces deux pays-là, certes, sont en déficit. Par contre, ils génèrent ce qu'on appelle un excédent primaire.
Donc en fait, quand tu prends les dépenses d'un État, donc il a ses revenus et il a 2 catégories de dépenses. Il y a la première, c'est les dépenses nationales, justement pour les routes, la sécurité sociale, etc. Et il y a une deuxième catégorie, c'est la dette. Et le remboursement du coup de la dette et des intérêts de la dette. C'est ça. Qui représente 10% du budget de l'État en France pour info. Et donc, quand tu regardes ces dépenses primaires par rapport à ses revenus, tu constates que même sur ça, la France, elle est déficitaire. C'est-à-dire même si elle n'était pas endettée, la France perdrait de l'argent aujourd'hui. Même si elle ne remboursait pas d'intérêt, elle perdrait de l'argent. Même si elle n'avait pas d'intérêt et de dette à rembourser, et d'intérêt de la dette à rembourser, elle serait quand même en perte. Exactement. Donc, elle serait quand même, du coup, en train obligée d'emprunter de l'argent pour continuer à mener son petit rythme. Alors que l'Italie et la Grèce... Ça veut dire que même si demain on dit à la France, plus besoin de rembourser votre dette, eh ben, la France perd quand même de l'argent. C'est ça. Et... Les gars, vous êtes chauds, hein. Ouais. Franchement, et t'as l'impression, vraiment, t'as l'impression que ça va pas s'arrêter parce que, aujourd'hui, extrémisation du pouvoir, t'as l'Assemblée nationale qui est composée de 22% du RN et 11% de LFI, donc extrême droite, extrême gauche. Ouais, LFI, extrême gauche, il y a des débats, machin, est-ce que c'est gauche, extrême gauche, peu importe. En tout cas, on a une montée des extrêmes qui arrive et il y a eu, j'ai lu, hier, si demain il devait y avoir de nouvelles élections législatives en France, le RN serait donné gagnant à 33%. Donc on est passé de 22% l'année dernière, parce que les législatives ont eu lieu l'année dernière, à 33% aujourd'hui. T'as une montée des extrêmes, et quand tu prends ça en considération, tu regardes, je veux dire, situation économique de merde, montée des extrêmes, enfin je veux dire, c'est tout le sujet des podcasts depuis le début en fait. On est dans une situation de merde, et du coup on cherche un sauveur. C'est quoi RN, le programme RN, c'est quoi? LFI, je vois vite fait, parce que moi, tu sais que je vais dire un truc, mec, j'étais méga fan de Mélenchon. Ah ouais? Genre, quand je suis rentré à l'université en HEC, mec, je me souviens, c'était exactement le moment où il y avait les votations en France. Et, tu vois, ça me regarde pas, mais tu vois, je regardais un peu, parce que tout le monde en parlait, il y avait beaucoup de Français qui venaient faire HEC en Suisse. Et ils en parlaient et tout, et moi, je kiffais trop Mélenchon, mec. Parce qu'il avait clashé Marine Le Pen et ainsi de suite. Donc Mélenchon, je vois un peu le personnage, je vois un peu comment il a évolué aussi. C'est un mec qui me fait froid dans le dos. Maintenant, en réalité. Ouais. Mais RN, je connais pas trop. C'est quoi leur truc? C'est-à-dire, est-ce que c'est un État fort aussi? C'est dans la même logique que Mélenchon, que LFI, pardon, où en gros, si on va donner beaucoup de pouvoir à l'État parce que l'État va nous offrir la solution. C'est un peu la même logique, mais avec des autres solutions. Alors, quand je répondais oui à État fort, c'était au sens où il voulait quitter l'Europe. Ok. Maintenant, je saurais pas te répondre exactement. Je sais juste que le plan économique du RN, il est systématiquement démontré comme étant de la merde. Okay. Globalement, leur discours, c'est souvent faut arrêter l'immigration, faut arrêter l'immigration, faut arrêter l'immigration. C'est plus tourné sur l'aspect sécurité, en fait, leur discours, que l'aspect économique aujourd'hui, le RN. C'est marrant parce que quand tu penses à l'aspect sécurité, je me demande pourquoi. Je me dis, tu sais, si j'étais un parti de gauche, enfin en Suisse, c'est ce qu'ils font, je me dis, je serais un parti de gauche, mais je parlerais de la sécurité. Parce qu'il y a plein de gens qui par exemple, qui aiment bien l'immigration, mais ils aiment aussi bien ne pas mourir. Tu vois, ou se sentir en sécurité et tout bonnement. Et c'est marrant de se dire que la sécurité, c'est devenu, t'es obligé genre de voter un truc RN, tu vois. Et je pense que connotation du RN, c'est pas ouf parce que ça découle de Marine Le Pen et ainsi de suite. Enfin, moi, en tout cas, quand j'entends parler de ça, je me dis, c'est les méchants, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est eux qui parlent de sécurité et les autres n'en parlent pas. Et je me demande pourquoi la gauche en France, elle dit pas, nous, on vous parle aussi de sécurité. Parce que là, mec, il y a plein de gens, tu vois, ça les séduirait. Et pourquoi est-ce qu'ils laissent la thématique de la sécurité au RN? Je me dis que, je sais pas de quelle manière, mais peut-être que l'insécurité leur profite. Peut-être que les personnes qui créent cette insécurité, c'est ceux qui votent pour eux. Je sais pas. Je veux pas trop me prononcer parce que c'est pas mon métier, la politique. Mais en tout cas, c'est la première réflexion que je me fais. D'un point de vue économique, du coup, RN, ils ont pas l'air d'apporter des solutions qui convainquent les gens. Non. Okay. Et puis, LFI... Ouais, les filles, moi j'ai vu des trucs, par rapport aux riches et ainsi de suite. Pour moi, de ce que j'ai vu de LFI, c'était réduction de la liberté, en fait, et plus de vols, en fait. Donc les gens sont à mon service, les gens qui ont dédié leur vie à faire des choses. Bon, pour la question de l'héritage, on en parlait un petit peu au début du podcast. Moi, c'est vrai qu'au début, je me disais, oui, logique, ce que tu fais en plus, c'est normal que tes enfants héritent de ça. Mais en avançant un petit peu avec le temps, moi je questionne pas mal ce truc. Je me demande si je mettrais pas un impôt vraiment fat sur l'héritage. Il est fat, c'est des gens. Non, mais je mettrais un truc limite, quand tu commences, t'es à zéro en fait. Quand tu meurs, tout ce que t'as gagné au cours de ta vie. Ouais, mais au profit de quoi en fait? Au profit de quoi? Peut-être des fonctions régaliennes de l'État, peut-être. Genre sécurité, application des lois, un minimum de lois, mais au moins qu'elles soient appliquées.
et au profit de, je sais pas, construire des jardins où on fait une statue de toi, genre, où on fait une énorme statue, tu vois, et à chaque fois que quelqu'un meurt, on utilise tout l'argent qu'il a accumulé dans sa vie pour la rendre encore plus grande, on fait une tour. Et en fait, ça génère du tourisme. Et en fait, ça, on redistribue à la population. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ouais, mais du coup, tu vois, tu parles de la redistribution, alors que c'est ce qu'on fustige quand on parle des impôts aujourd'hui. On redistribue auprès de... Je sais pas, on plante des arbres, on fait... Ouais, non, parce que du coup, les gens, ils vont dire, oui, non, mais il faudrait plutôt pour ci et pas pour ça. Ouais, c'est ça. En fait, non, alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Laisse-moi réfléchir. On détruit cet argent. On fait de la déflation. Comme ça, les épargnants, les gens qui acceptent de baisser leur consommation, parce qu'apparemment on vit dans une société de surconsommation, ce qui entraîne la pollution et ainsi de suite. Comme ça, les gens qui épargnent au lieu de consommer, eh ben en fait, ils voient leur pouvoir d'achat augmenter parce que l'argent est détruit, donc on a de la déflation, on a l'inverse quelque part de la création monétaire. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon globale, on baisse l'impôt sur le revenu. Si on augmente l'impôt sur l'héritage, on baisse l'impôt sur le revenu, donc on encourage les gens à produire plus. Et de nouveau, je tripe. Hein, ouais, non, mais je sais bien. Je sais bien. Mais je me dis comme ça, je réfléchis en 2 secondes, parce que en réalité, commencer la vie avec beaucoup d'argent, avec je sais pas, ton père il t'a légué 3 maisons et ainsi de suite. La question c'est quoi beaucoup d'argent en fait? Est-ce que si on te lègue 100 000 balles c'est beaucoup? Est-ce que on défonce tous ceux qui ont au-delà d'1 million, au-delà d'1 milliard? Non, mais on met tout le monde à quasiment zéro, tu vois. Ouais. Après, bon, les gens, ils transféreraient leur richesse à leurs enfants. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des solutions pour éviter l'impôt, en fait. C'est vrai. En fait, j'ai l'impression que à chaque fois que tu mets des solutions, les solutions, elles vont créer des problèmes en plus. Oui, il y a toujours une contre-solution derrière. Ouais. Non, c'est vrai. Je dis pas que la solution elle est facile, mais dans ma tête, tu vois, on a un peu, c'est un peu humain quelque part de vouloir léguer un truc à tes enfants. Peut-être qu'il faudrait pas aller contre ce truc humain parce que sinon on va toujours trouver des solutions pour aller dans le sens de la nature humaine. Mais ce que je sais aussi, enfin ce que je me dis aussi de plus en plus, simplement que moi, en tout cas, je sais que mes enfants, tu vois, par exemple, j'ai pas envie de les mettre bien financièrement. Genre, j'ai envie je vais leur inculquer, je vais faire en sorte qu'ils aient des petites leçons de vie. Je vais passer du temps avec eux pour qu'ils aient des petites leçons de vie, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient confiance en eux, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent gagner en faisant gagner les autres et qu'ils soient bons, tu vois, en collaborant avec les autres. Et je sais que comme ça, ils vont bien s'en sortir. S'ils savent communiquer, s'ils savent vendre, s'ils savent se faire respecter, ainsi de suite. Mais je sais que c'est pas en leur léguant un truc, genre, je sais pas, 50 000, 100 000, 2 millions ou je sais pas quoi, que je vais en faire des gens qui s'en sortiront mieux. Mais ça, je suis complètement en phase pour le coup. Maintenant, est-ce qu'il faudrait stopper l'héritage financier pour autant? Je ne pense pas. Parce en fait, j'ai l'impression. En fait, je veux pas dire. J'ai pas envie d'avoir un avis catégorique de toute façon parce que je suis toujours ouvert au débat sur tout et n'importe quoi. J'allais juste te dire peut-être que ton discours il changera le jour où tu deviens papa. Mais deuxième chose, par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, par exemple, ma fille, elle fera des jobs d'été, elle fera des. Enfin, j'ai envie qu'elle sache c'est quoi la vie, quoi. Je veux qu'elle construise sa propre expérience, son propre cerveau, sa propre compétence et qu'elle se rende compte que ce que l'on a accumulé avec ma femme, ça tombe pas tout droit dans sa bouche, en fait. En fait, je vais te dire un truc, mec, tu sais que ça, c'est peut-être mon discours, il a évolué à partir du moment où mes parents, ils sont partis de la logique que moi, j'allais pas hériter, en fait. Genre, ils m'ont dit clairement, mes parents, que ce que eux avaient gagné au cours de leur vie, c'était leur vie et qu'il n'y avait pas de raison que moi, j'ai quelque chose. Et donc, à un moment donné, en fait, je me souviens, ces discussions, elles se sont posées parce que mon père a voulu me faire signer un papier. Au final, ils l'ont pas fait, mais il voulait faire signer un papier à moi et à mes sœurs pour que dans le cas où lui ou ma mère décéderait, que nous, on ne touche rien du tout et que ce soit directement, ça passe directement à ma mère. Et de là sont venues les questions de... Forcément, tu vois, toi, tu sais que la loi, en Suisse, en tout cas, tu sais, elle nous permettait d'obtenir une quote-part, donc une partie de ça. Et on a commencé à discuter, on a dit, ouais, mais enfin, moi, je m'en battais les couilles, tu vois. J'étais déjà dans une phase où je me disais, mais toucher de l'argent quand mes parents décèdent, ça va... Je savais déjà même que si je gagnais au loto, je me disais, si je gagne au loto, la meilleure des choses à faire, c'est de redistribuer la thune. C'est de m'en débarrasser, c'est de vite faire un truc, peut-être pour gagner en capital sympathie de la part des gens, mais prendre cette thune pour moi, Teresa, en fait. Je vais faire... Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent, t'es très heureux maintenant, mais ensuite, chaque année, ton niveau de bonheur, t'as tellement fait un pic que tu te retrouves en mode dépression. Ouais, donc je me méfie beaucoup de... Tu sais, j'ai gagné beaucoup d'argent assez jeune, tu vois, et j'ai vécu, tu vois, des phases de gros pics comme ça, et je sais que ça peut vraiment déstabiliser. Je vois ce que tu veux dire. Mais bien sûr, j'aurais envie de mettre mes enfants bien, tu vois, qu'ils aient une situation bien, mais à la limite le plus tard possible, parce que comment dire, donner quelle que soit la somme, à un enfant à 3 ans, c'est pas la même chose que de lui donner une fois qu'il a 40 ans.
Parce qu'une fois que ton enfant il a 40 ans, il a déjà dû se construire par lui-même. C'est pas la même chose de naître avec 1 million d'euros que d'avoir 1 million d'euros une fois que t'as 40 ans. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'argent que t'as pas forcément mérité et que Ouais, je sais pas. tu vois, t'as pas mérité d'avoir cet argent. Je sais pas. Je comprends que la personne qui te le donne, donc ton père ou ta mère, ait envie de te le donner, mais toi, tu l'as pas mérité, et avoir un truc que t'as pas mérité, de façon générale, je trouve ça pas ouf. En fait, si ton père, il a gagné de l'argent, c'est qu'il a le mindset qui lui a permis de gagner de l'argent. Ouais. Et donc, ce mindset, il te l'a donné. Donc, toi, tu seras ce capable de dont le t'as refaire. hérité, exact. Moi, je suis en phase en partie avec ça. Après, il y a aussi le côté, en fait, là, on parle d'argent. Mais un héritage, c'est pas que de l'argent. C'est aussi des biens immobiliers, etc. Bon, peu importe. Mais c'est aussi un héritage un peu culturel, par exemple. Je sais pas, imagine, ton père, il a fait les guerres napoléennes. Enfin, ton arrière-arrière-grand-père, je sais pas combien, il a fait les guerres napoléoniennes. Et il a un sabre napoléonien qui vaut, peu importe la valeur. Au-delà de la valeur monétaire, il a aussi une valeur symbolique. Et en fait, quand tu le regardes, tu peux toujours te dire, ah ouais, mon arrière-arrière-grand-père, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Est-ce que tu priverais l'enfant de ça parce que juste sous prétexte que ce sabre, il a une valeur de, je sais pas, 50 000 balles et du coup, il faut le vendre et il faut le redistribuer aussi. Enfin, je sais pas, t'enlèves pas que l'argent, en fait, aux enfants. T'enlèves aussi leur héritage, intellectuel, mais culturel. Émotionnel. Émotionnel, ouais, c'est le bon mot, émotionnel. Du coup, jusqu'où il faut aller, en fait, quand tu commences à faire ça? Non, en vrai, et là, en plus, tu m'as fait penser à un truc. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas le fait qu'il y ait des gens qui héritent de beaucoup? Et je me dis, c'est parce que c'est des gens, ils se concentrent sur la vie des autres plutôt que la leur. C'est ça. C'est pas parce que Bill Gates est multimilliardaire que tu peux pas le devenir toi. Alors certes, t'as pas toutes les chances de le devenir, mais en tout cas, c'est pas pour autant que tu peux pas devenir millionnaire à ton tour, c'est pas pour autant que tu peux pas faire de belles choses à ton tour. Enfin, pour moi, le capitalisme crée des multimilliardaires, tant mieux pour eux, mais il laisse de la place aux autres. C'est comme ce que quand tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un gagne que quelqu'un perd forcément. On peut très bien tous gagner tous ensemble, en fait. À différentes échelles. Je le reconnais, je dirais pas le contraire. Ouais, du coup, en vrai, je pense que faudrait pas. Du coup, je suis plus pour l'héritage maintenant. Non, réfléchissons 2 secondes, parce que je me dis, à la limite, le mec, s'il hérite de beaucoup et que c'est un fils de pute, bah en fait, il va traiter les autres comme de la merde et il va finir, s'il a pas une éthique de travail, il décide de favoriser le présent et donc de claquer sa thune, de maltraiter les gens, parce que dans le présent, c'est la meilleure solution, hein. Ouais. C'est toujours plus simple de manquer de respect et ainsi de suite. Bah, il va rien construire. Ouais. Et donc, sa fortune, il va la dilapider, il va la perdre en l'espace d'une génération, c'est fini, tu vois. Complètement. Et bah, tu peux faire directement référence à Elon Musk, finalement. Elon Musk, c'était l'étoile montante, Tesla, SpaceX, etc. Il s'est, il est devenu poteau avec Trump, il a fait son petit signe de la main, et du jour au lendemain, limite, il avait perdu des dizaines de milliards d'euros parce que son cours de l'action, il s'était cassé la gueule, parce que les gens lui faisaient moins confiance. Donc en fait, tu peux très bien tout perdre du jour au lendemain. C'est pas parce que t'as des dizaines de milliards que tu peux pas tout perdre du jour au lendemain. Certes, peut-être pas du jour au lendemain, parce que, je veux dire, on parle d'action, non, mais ça peut aller vite, etc. Mais ça peut aller vite, voilà, c'est ça. Et du coup, tu peux très bien disparaître de la surface sans problème, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que j'avais vu ça, que l'histoire du top 1%, ça changeait constamment. Oui. C'était pas les mêmes personnes qui étaient en top 1%. Exactement. Et donc, ça vient un peu contredire ce que je disais un peu plus tôt dans le podcast, où je me disais qu'il y avait des familles qui avaient réussi. Parce que, on a des exemples de familles. Famille Rothschild. Ouais, voilà, exactement. Famille Rothschild, famille, il y a des familles en France, il y a certaines familles qui ont vraiment énormément. Bettencourt. Ouais, je sais pas quand ça remonte, Bettencourt. Ceux qui possèdent les Auchan. Les magasins. Ah, la famille Muliez. Ouais. Mulier ou Muliez, j'ai jamais su comment. Ouais, j'avais vu une vidéo YouTube sur eux, ce qui était assez stylé. Ouais. Et, je pense, ouais, si tu veux réussir, et eux, d'ailleurs, bah, la famille Mulier, ils sont très réunis autour de la religion. Ah ouais. Ils sont hyper catholiques. Et je pense, tu vois, que ça, c'est peut-être une solution. Si t'as envie de faire en sorte que la fortune, elle puisse se maintenir sur la famille, c'est de maintenir une éthique très forte, une solidarité, mais aussi d'adhérer à certains principes, en l'occurrence des principes chrétiens, qui est de ne pas exploiter les autres, que chaque être humain a la même valeur, et ainsi de suite. Tu vois, quand une personne applique des principes religieux, et du coup se concentre là-dessus, peut-être ça lui permet de maintenir la fortune de génération en génération. Peut-être c'est ça la clé, tu vois. Je sais pas. Bref, on a beaucoup dévié. Tu veux parler de peut-être la France, en fait, c'est un peu de la merde, du coup. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu la conclusion à en garder, du coup. C'est pas une situation stable, et j'allais juste te dire, avant qu'on change de sujet, que, donc, on a vu un petit peu tous les scénarios de plusieurs pays, scénarios de pays
dans des situations économiques compliquées. Et quelle serait la solution pour la France, du coup, à ce stade? Bah, on les a un peu toutes évoquées, on a vu ce qui se passe à chaque fois. La première, ce serait l'impression monétaire, par exemple. Mais du coup, la France n'est même pas souveraine, elle ne peut pas le faire. Il faudrait que la BCE lui dise gentiment, bah tiens, je vais te donner des euros, on va le faire. Du coup, c'est pas une solution possible, et de toute manière, porte ouverte à l'inflation. Quelle autre solution il y aurait? Bah, s'endetter. Sauf que c'est déjà un pays hyper endetté, qui emprunte plus cher aujourd'hui que l'Italie. D'accord. Sur les taux à 10 ans. Ce que ça veut dire, pour rappel, pour ceux qui ont mal suivi l'épisode sur la Grèce, la France qui emprunte plus cher qu'à l'Italie, c'est-à-dire que pour réussir à convaincre des investisseurs de lui prêter de l'argent, elle est obligée de promettre des intérêts plus élevés que ceux qui sont promis par l'Italie, parce que les investisseurs font moins confiance à la France qu'à l'Italie. C'est ce que j'allais dire, la notion de confiance, exactement, c'est ça. Et pourtant, l'Italie, c'est pas une hyper économie florissante non plus, quoi. Faites jamais confiance à un Italien. Pardon, t'es italien aussi. Le mec est franco-italien. Merde. Bordel. Qu'est-ce que je veux dire tu disais, la notion de la fiscalité, voilà. Augmenter la fiscalité pour financer son déficit. Mais putain, on est déjà un des pays les plus fiscalisés au monde. À quel moment tu vas faire accepter ça? Et à qui, en fait? Quel genre de taxes tu vas mettre en place? Alors certes, du coup, on commence à parler de taxes sur les ultra-riches, la taxe Zuckman, imposée à 2%, tous ceux qui ont plus de 100 millions d'euros tous les ans. Donc, quel que soit le rendement de ton capital, en fait, on impose juste ton capital. Mais bref, je sais pas, je trouve que c'est de la merde parce que, imagine, t'as 100 millions d'euros et c'est 100 millions d'euros en patrimoine immobilier, mais sur ton compte en banque, t'as 200 000 balles. Comment tu vas payer les 2 millions qu'on va te réclamer? Est-ce que t'es obligé de revendre un bien immobilier pour ça? Est-ce qu'on va vraiment obliger les gens à faire ça? Enfin, je sais pas, c'est marrant, problème avec ce genre de solution. De nouveau, avec les trucs sur les ultra-riches, j'avais vu quelqu'un qui disait mais personne n'a besoin de 1 milliard. Tu sais, genre, quand on disait, c'est un Reels que j'avais vu des gens qui étaient interviewés dans la rue qui disaient est-ce que les milliardaires devraient exister? Et la personne disait, mais personne n'a besoin de 1 milliard. Et là, en fait, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est, mais en fait, personne n'a besoin de 100 millions. Personne n'a besoin de 10 millions. Personne n'a besoin d'1 million. Non plus. Personne n'a besoin de gagner plus de 2000 euros par mois. En fait, si tu veux, selon la perspective que tu prends, t'as des gens sur Terre, la majorité des gens sur Terre, je sais pas ce que c'est le salaire moyen, si tu le calcules en euros, mais le salaire moyen sur Terre, ça doit être genre, je sais pas, 1000 euros, même pas, tu vois, genre 700 euros. Loin de là. Et donc en fait, t'es toujours un ultra riche par rapport à quelqu'un d'autre, aux yeux de quelqu'un d'autre. Et de dire arbitrairement, non, 1 milliard, t'as plus besoin, en fait, c'est justement de pas comprendre que le milliardaire, il est pas plus heureux que toi. Non. Le milliardaire, dans sa tête, avoir 1 milliard, c'est normal. De la même manière que toi, t'as 10 000 euros sur ton compte en banque, c'est normal. Alors peut-être que quand il te voit dans la rue, il te regarde et il trouve que t'es une merde. Mais il se sent pas mieux et il a pas... Peut-être il a des émotions différentes, mais je pense que notre niveau de bonheur, il est pareil pour tous. Et c'est surtout que... Je pense que limite, lui, il peut même plus rêver. Toi, t'as 10 000, tu peux te dire, peut-être que je peux monter genre un truc. Ouais. Mais lui, en fait, il peut tout acheter. Genre littéralement, t'imagines, tu sais que tu peux absolument tout payer. T'as fini et tu te dis, ok, et maintenant, t'as fini le jeu. Et en fait, c'est relou. Quand t'arrives, t'imagines quand tu joues à un jeu, c'est comme tu joues à GTA, tu mets les cheat codes, tu joues pendant 5 minutes, ouais, tu t'ennuies, c'est chiant. Bien sûr. La meilleure manière de jouer à GTA, c'est de faire le jeu sans cheat code et de voir ton personnage amélioré, de réussir à choper les meilleures armes en allant faire, tu vois, les vraies missions, de gagner du muscle, non pas en faisant le code max muscle, mais en allant à la salle et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui fait kiffer. Et dans la vie, c'est la même chose. D'après moi, t'as plus de chances qu'un milliardaire. Et si tu capais en plus la fortune à 1 milliard, bah je sais pas, prends l'exemple de Bill Gates, on disait il a aidé plus de gens que Mère Teresa. Mais si tu l'avais capé à 1 milliard, est-ce qu'il aurait continué à travailler, à fournir autant d'efforts pour aider toujours autant de gens? Surtout que 1 milliard, pourquoi je ferais ça? 1 milliard, c'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Oui. Enfin, c'est normal qu'il y a ça reste beau. S'il y a de plus en plus de milliardaires, c'est aussi parce qu'on imprime de plus en plus de thunes, et être milliardaire aujourd'hui, ça veut pas dire la même chose qu'être milliardaire il y a quelques années. D'ailleurs, je sais pas si t'as la stat sur le nombre de millionnaires en Suisse. Je crois que c'est genre 30% de la population. Ah ouais, en comme Suisse, ça. on est tous millionnaires. Ouais. C'est la règle. Genre, c'est le club la base des millionnaires. Bah ouais, mais du coup, enfin, les autres, c'est des Français. De toute manière, j'ai envie de te dire, c'est comme toi, Français, tu touches le SMIC, demain tu pars au Zimbabwe, bah t'es millionnaire aussi. Enfin, ah ouais. Voilà, c'est... si vous voulez être millionnaire, convertissez tous vos francs en pesos. En pesos, directement. Mais du coup, les solutions, tu disais augmenter les impôts, s'endetter encore plus, ce qui est difficile parce qu'on paye trop cher, enfin vous payez trop cher quand vous endettez, réduire les dépenses publiques. Ouais, bah du coup c'était le dernier que je l'ai pas encore évoqué. Ah, ok, pardon. Et finalement, bah c'est la seule solution, quoi.
La seule solution, il va falloir baisser les dépenses publiques. Et si on fait rien, peut plus augmenter les revenus. si vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a le FMI qui va te tomber dessus à un moment donné. Parce que tu n'arriveras plus à rembourser ta dette à un moment donné. Je veux dire, quand t'as un budget, budget, des échéances à rembourser, voilà, c'est ça. T'arrives plus à emprunter pour pouvoir rembourser ces échéances. Exactement. Et donc, tu dois de l'argent, mais tu le rembourses pas. T'as le FMI qui vient, c'est ça, qui te met sous tutelle. Exactement. Et du coup, t'as plus le choix de ta politique, c'est eux qui vont te l'imposer. Et ils vont te forcer à réduire tes dépenses publiques, comme ils l'ont fait avec la Grèce. Le côté antidémocratique qu'on évoquait avec la Grèce, effectivement, on a une politique qui nous a imposé, on l'a pas choisi. Alors, je te propose qu'on enchaîne rapidement sur l'euro numérique. Ouais, une monnaie qui sera basée sur une blockchain, c'est ce qu'on appelle une MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Pour faire passer l'idée de cette technologie, alors déjà il faut savoir que c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Au moment où vous sortez, cette vidéo sera sortie, il y aura peut-être une décision qui sera prise déjà, parce qu'en fait l'euro, comment ça s'appelle, l'euro numérique, j'allais dire le crypto-euro, non, l'euro numérique. Il est en phase de test depuis 2-3 ans maintenant, et en octobre 2025, il y a une décision qui sera prise sur ce dernier. Donc on va réunir les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, et on va dire, est-ce qu'on continue sur le projet euro numérique ou pas? Ils ont tous leurs intérêts à continuer, je veux dire... Si, imagine, tu me proposes, Kylian, est-ce que je vais te donner 1 million d'euros et je suis la seule personne décisionnaire sur ça? Je vais te dire, oui, on va voter pour ça. Elio, donne-moi 1 million d'euros. C'est exactement ce qui se passe avec l'euro numérique, en fait. Ceux qui votent, c'est ceux qui ont tout l'intérêt à l'avoir, tout intérêt à tout contrôler. Et c'est également ceux qui, en fait, ça leur donne de l'importance. C'est-à-dire ça leur donne du pouvoir. Ça leur donne littéralement, en fait. C'est ce que on pense que c'est une bonne chose d'être responsable du système monétaire européen. C'est ça. Oui. Oui, je serais curieux de voir le débat. Je sais pas si ce sera publiquement le truc. Ça serait trop drôle. À essayer de faire semblant qu'il y ait une discussion. Bon, du coup, l'euro numérique va arriver et l'échéance, c'est prévu pour 2027 ou 2028 à date. Donc, c'est vraiment demain que ça se passe, quoi. Comment c'est vendu pour faire passer la pilule aux yeux de la population? C'est l'histoire de dire, on va faire disparaître le liquide. Parce que le liquide ça coûte cher à produire, c'est chiant, c'est pas pratique, il faut en refaire tous les 2 ans parce que les billets ils s'abîment, etc. Donc ça nous coûtera moins cher et ça vous coûtera moins cher aussi en impôts. Première chose, sauf que tu perds toute la transparence du liquide en faisant ça, puisque plus de liquide, c'est plus la possibilité de tu sais ta grand-mère qui te donne 50 € pour t'aller acheter voilà, c'est ça. J'allais dire aller au restaurant, mais si tu veux. Non, il faut savoir tout ce qu'on fait, quoi. C'est surveillance totale. Exactement, surveillance totale. Du coup, il y a ça. Du coup, ça leur pourra leur permettre de surveiller totalement la fiscalité, puisque sur le papier, ta grand-mère, il y a toujours ce qu'on appelle le présent d'usage, mais sur le papier, ta grand-mère n'a pas le droit de te donner 50 € sans le déclarer à l'État et de dire oui, du coup, tu dois être fiscalisé parce que c'est une donation, tu dois le dire, machin. Donc, il y a ça. Il y a le côté, reprise de souveraineté de l'Europe sur sa monnaie. Parce que aujourd'hui, alors certes, on a la souveraineté monétaire, bien entendu, mais tous les systèmes de paiement, on n'a pas la souveraineté dessus. Parce qu'on utilise Visa, on utilise Mastercard, on utilise beaucoup Stripe en ligne. Et aujourd'hui, 60% des paiements numériques se font via des intermédiaires étrangers à l'Europe. Et notamment, du coup, américains. Donc on veut reprendre la souveraineté sur ça. Et donc c'est vendu comme ça. Après il y a aussi la côté modernisation. Moi j'ai de la peine à. Ouais, ok. Vas-y, excuse-moi, je te laisse. Juste pour finir, du coup, une phrase, modernisation de l'économie. Aujourd'hui, tu fais un virement bancaire. Alors certes, depuis très très récemment, je crois que c'est l'année dernière, on a les virements instantanés qui sont obligatoires en France et gratuits. Mais sinon, historiquement, il fallait 3 jours pour faire un virement. L'euro numérique, il va mettre fin à ça. Du coup, c'est en 1 seconde, t'as récupéré tes fonds, quoi. Voilà. Vas-y. Ouais, c'est vrai qu'on les a déjà, les virements instantanés. Moi, quand je fais avec Revolut, je fais avec un virement, ça arrive tout de suite. T'as un plafond. Voilà, je pense qu'il y aura un plafond aussi. Je pense qu'il y aura un plafond aussi, mais c'est assez récent, en fait, le virement instantané. C'est juste là que je veux en venir. Ce que je voulais relever, c'est que j'ai pas beaucoup de connaissances sur l'euro numérique. Ouais. J'ai un peu les connaissances globales et tout des dérives vers lesquelles ça peut mener, notamment en matière de surveillance. J'avais pas mal réfléchi aussi à la question de en fait, si on n'a rien à cacher, on s'en fout qu'on surveille davantage. Tu vois, moi-même, je l'ai souvent dit, j'ai souvent dit ce genre de choses, qu'en réalité, je m'en fous, surveillez-moi, venez voir chez moi, parce que j'ai des potes, des fois, ils sont un peu parano, genre, ils ont pas envie de s'inscrire sur certains sites, ils veulent pas laisser leur adresse email, aussi, ils veulent pas confirmer des trucs, enfin bref, moi je dis, mais en fait, regardez tout ce que je fais. Le truc, encore une fois, c'est que quand tu donnes ce pouvoir à un gouvernement, si le gouvernement est raisonnable, pas de problème. Mais le jour où le gouvernement il décide qu'en fait les mecs qui ont les yeux verts et qui ont des tatouages, en fait il faut les exterminer,
bah là, je serais moins content, tu vois, d'avoir servi toutes mes informations biométriques, par exemple, à un État. Donc c'est juste une question d'essayer de se protéger un petit peu et d'être prévoyant, de pas partir sur la pente glissante, Et ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Tu faisais des liens, par exemple, avec la Chine, le système de contrôle social qu'il y avait en Chine. Bah, sur le papier, ça devient possible de le mettre en place, effectivement. Le contrôle social en Chine, pour le faire rapidement, donc ils ont mis en place un yuan numérique, donc équivalent à ce qu'on peut avoir avec l'euro numérique en France. Au Nigeria aussi, ils l'ont fait. Hein. Au Nigeria, ils ont aussi le Naira, le e-Naira, ou je sais plus comment, c'est pareil, c'est un Naira, une monnaie numérique de banque centrale. Ouais. Et donc ouais, ils ont associé le système de yuan numérique du coup avec un score social. Et en gros, ils peuvent te bloquer tes transactions si, je veux dire, je sais pas, j'ai une connerie. Mais je crois qu'on en parlait en plus dans un autre podcast. Ouais, mais c'était celui sur l'Allemagne qu'on a coupé. Ah, ok. C'est pour ça que c'est important d'en parler maintenant, je pense. Bah du coup... Mais pour faire très simple, en gros, c'est... Ils maintiennent des... Ouais. Voilà, tu traverses le passage piéton, le feu il est rouge, il y a des caméras absolument partout, ils savent identifier ton visage et ils vont dire « Ah, t'as fait une incivilité, tu vas perdre des points. » Et plus tu vas faire des incivilités, plus tu perds de points, et moins ça te donne accès au droit d'utiliser certains services, certaines acquisitions. Par exemple, je parlais avec une personne, parce que j'avais fait une story sur Instagram sur le sujet de l'euro numérique en évoquant ça, et j'avais pu parler avec une personne qui habite en Chine, et il me disait en fait, en Chine, ce qui se passe, tu as 2 systèmes de crédit social. Ça remonte à 2-3 mois, j'ai plus le détail en tête, mais en gros, tu as 2 systèmes de crédit social. Il y en a un, si tu es trop mal noté, tu ne peux pas accéder, par exemple, à l'emprunt bancaire. Tu peux plus faire de crédit. Et l'autre, si tu es trop mal noté, ça te donne... je sais plus. Enfin, bref, on peut associer, en fait, tes actions à ta manière d'utiliser ton argent. Et après, on peut même très bien se dire, je vais pas regarder en fonction de tes actions, mais par exemple, je sais pas, on émet trop de CO2 et on va dire, on a le droit de se payer qu'un seul billet d'avion par an, par exemple. Ça devient possible de le faire. Parce qu'on sait très bien, je veux dire... Ouais, mais c'est bien que les gens ils voyagent moins. Non, mais c'est important pour la planète. C'est ton opinion ou c'est juste pour me lancer? C'est juste pour te lancer parce que aujourd'hui, oui, tu penses que oui, mais demain, un mec il va dire, en fait, c'est important que on mange tous... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec la politique qui est imposée top-down, donc par le gouvernement pour ça, mais le jour où on va te poser un truc contre lequel t'es pas d'accord, tu seras moins content. Exactement, c'est toujours l'idée. Je dis pas que c'est bien de voyager 1000 fois par an, etc. Genre Taylor Swift qui prenait des vols pour 2 minutes. En fait, c'est pas la question. On n'est pas en train de se positionner sur... c'est ça. On est contre ou pour ou contre telle politique ou telle idée, où on pense que ça, c'est pas un truc prioritaire ou non. C'est juste que tu peux pas donner ce pouvoir à quelqu'un. Exactement. J'espère que c'est un peu la conclusion de cette putain de série de podcasts qu'on a faite. Je pense qu'on peut voir que quand on donne beaucoup de pouvoir à quelqu'un, ça part en couille, tu vois. Exactement. T'as pas un dieu, à part moi, mec. Donnez-moi du pouvoir. Donnez-moi de l'argent. Mettez-moi au sommet de la banque centrale. Non, je vous jure, les gars, je ferai les choses bien. Franchement, votez pour moi. Je réglerai tous vos problèmes. Et c'est exactement le discours des politiques aujourd'hui. Ah oui, mec. Ah oui. Si tu résumes, c'est ça. Tu veux qu'on s'arrête là, mec? Je pense qu'on a fait le nécessaire. De toute façon, j'ai pas le choix, parce que j'ai un vol à prendre. Dans combien de temps Dans 15 minutes, je dois partir. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. En tous les cas, Kylian, c'était vraiment cool, mec. Je te remercie d'être venu ici merci à toi, mec. Pour ces belles discussions. C'était enrichissant. Moi, s'il y avait des sujets à creuser comme ça, j'aimerais bien creuser un peu plus l'euro numérique. Parce que j'ai un peu de la peine à comprendre la dynamique de comment est-ce que ça va se jouer avec les banques commerciales qui se font un peu court-circuiter du coup. Il y a le sujet, les banques commerciales, elles ont émis le sujet. Juste très très rapidement en 2 secondes. Aujourd'hui, on a, si l'euro numérique arrive du coup en 2027, ils imposeront un plafond sur les liquidités. Tu pourras pas avoir plus que, on parle de 3000 € pour l'instant en euro numérique, pour laisser des liquidités en banque en fait, parce que elles ont pas les liquidités suffisantes pour tout transmettre, parce que voilà, bref. Ouais, bref, mais de nouveau, plus dans les détails, j'aimerais vraiment bien comprendre le sujet. Mais je pense que, tu vois, là, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que je peux pas vraiment faire mes recherches. Parce que vu que c'est pas encore en place, oui. En fait, tu sais, tu trouves des la seule source d'information, c'est la banque centrale. En fait. Ouais, exactement. Tu trouves très peu d'informations. Et moi, j'ai trouvé pas mal de vidéos quand j'ai essayé de mener mes recherches. C'est plus de la spéculation. Et c'est des gens qui disent, quand je dis spéculation, c'est, il y a du complotiste, il y a du un peu moins, mais c'est en mode, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Moi, j'aimerais bien attendre de voir comment c'est. Mais en même temps, j'ai un peu peur qu'une fois que ce soit le cas, ce soit trop tard. Pour ça que j'achète du Bitcoin. Pour info. Allez, ciao. Pour info. Tu le laisses ou pas dans le podcast, mais pour info, le FMI, il a relevé le truc. Il a relevé le problème des MNBC, des monnaies numériques centrales. Ok. Il a relevé que ça peut engendrer des dérives vis-à-vis du contrôle, de la manipulation, etc. Donc le FMI lui-même le dit en fait. On se retrouve dans 10 ans, on verra qui aura survécu. En tout cas, informez-vous sur ces questions, c'est intéressant.
Passez voir les réseaux de Kylian dans la description. Passez voir mon cours sur Bitcoin dans la description. Mon cours sur l'histoire de la monnaie, l'histoire de la finance et ainsi de suite. Et au plaisir de lire vos commentaires. Au grand plaisir et à 2000 likes sur cette vidéo, encore une fois, je vous envoie la vidéo sur la drogue dans la description. Ciao tout le monde. Bye.